Salut Eva. Hello Camille. Alors on débriefe ou quoi? Allez, je te suis. Hello les débriefeurs. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Camille sur Débrief. Je suis trop contente. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup de venir. Alors vous allez voir, Camille est professeure d'SVT, mais pas que, elle a un parcours hyper intéressant. C'est pas la prof qu'on a l'habitude de voir. Enfin bref, vous allez découvrir son profil. Et je te propose de commencer sans plus attendre avec la première question du podcast. C'est qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite comme métier et pourquoi? Ok. Quand j'étais petite, je voulais déjà être professeur des écoles. Ok. Professeur des écoles, après j'ai voulu être vétérinaire. Ensuite j'ai voulu être prof d'espagnol, prof d'SVT. Ensuite j'ai voulu être dermato. En fait, chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je crois que j'avais envie de faire le métier qui me... En fait, ça t'a inspiré et... Ouais. Les personnes que je trouvais très... à fond dans leur métier, ça me donnait envie aussi de découvrir ce métier-là et j'avais envie de faire ce métier. En fait, toi, ce qui t'a attiré, c'est un peu la passion quoi, que tu voyais dans les yeux Ouais. des professions et tu te dis, ok, moi je vais être passionnée, donc peut-être faire ça. Ouais, c'est plutôt ça. Et Ok. dans les professeurs, j'ai trouvé que je voulais être professeur d'SVT ou alors professeur d'espagnol parce que les professeurs qui étaient en face de moi étaient passionnés par leur métier et ça donnait envie en fait de partager un sujet comme ça qui les transcendait et d'aller Trop dedans. bien. Ça, on adore, on a vraiment de la chance quand on tombe sur des professeurs, je trouve comme ça, hyper engagés, qui te transmettent 1 million de connaissances qui après vont te servir. Donc, Exactement, ouais. très très bonne idée. Ouais. Et donc maintenant, ce que je te propose, c'est de résumer en 1 à 2 minutes un peu ton parcours. Donc les études que tu as faites, si tu as eu des stages, ou si tu as eu des césures, ou des trucs comme ça, ton métier d'aujourd'hui. Et après, on va creuser tout petit à petit. D'accord. Donc un petit résumé et... Ok, ça marche. Moi j'ai fait un bac S. Je suis partie ensuite 3 mois en études de médecine parce que je voulais être dermato. Ensuite finalement ça l'a pas fait. Je suis retournée en licence. C'est une licence pour être professeur d'SVT. J'ai continué un master 1 pour être professeur d'SVT. De là j'ai fait des stages. Je me suis dit waouh, je suis pas prête à être prof maintenant. Et en plus je voulais bouger et pas continuer directement à être professeur dans un endroit précis. Donc j'ai basculé dans un autre master médiation scientifique, qui est beaucoup plus ouvert, où on peut parler de différents sujets autour des sciences, mais à différents publics, des grands, des jeunes, sous forme d'expo, sous forme de visites, d'ateliers, enfin plusieurs formes. Et de là, j'ai fait des stages, dont un qui m'a pas mal marqué en Bretagne, où on pouvait aborder des sujets en lien avec l'écologie, la voile. Et en fait, c'est comme ça que je me suis un peu engouffrée dans le thème de la voile et de l'écologie. Ça m'a donné envie de creuser ce thème-là. J'ai refait des stages ensuite pour mon master 2. Ensuite, après le master, j'ai continué à travailler un peu là où j'avais fait des stages en médiation scientifique. Je suis partie dans un volontariat en voilier en Méditerranée, plusieurs mois. L'an dernier, je suis revenue en France. Je me suis posée à Nova en Bretagne en tant que médiatrice scientifique. Et ensuite, en janvier, j'ai postulé pour être professeure d'SVT. J'ai été prise et depuis, j'adore ça et je vais continuer là-dedans. Ok, et tu développes un autre petit projet. Oui. Et en parallèle, je développe mon projet Fourchette et Trinquette, voyage culinaire au gré des changements climatiques, pour lier justement cette découverte de la culture culinaire, la viabilité des recettes, des traditions culinaires, et de voir comment on peut les adapter face aux changements climatiques de la région. Je trouve que c'est ouf ton parcours parce que ça montre que, je sais pas, quand on est élève, on a un peu la figure des professeurs, un peu rigides, ou je sais pas, enfin, on s'imagine pas qu'ils ont une vie, tu vois, c'est un peu comme les parents, on a l'impression qu'ils ont été parents toute leur vie. Et là, toi, de voir un peu ton parcours, que toi aussi t'es prof, mais pour autant, tu t'es trompé, t'es passé par... Enfin, trompé. T'as essayé la dermato, ça t'a pas plu, puis tu t'es redirigé. Finalement, après médiation scientifique, et puis là, finalement, tu deviens prof. Et t'es prof, mais en parallèle, t'as un projet de voilier, d'exploration, très lié aussi à l'environnement et à ton engagement écologique. Et je trouve que c'est ouf. Tu vois, genre, tu montres une figure hyper dynamique des professeurs, donc ça, c'est vraiment ouf. Mais ce qui est chouette, je trouve, c'est qu'on peut faire le lien entre professeur d'SVT et c'est tellement vaste, les SVT, ça touche autant les sciences, enfin, le corps humain, que la géologie, que l'écologie, que les courants marins, les vents. En fait, on peut parler de plein de sujets et ça peut être lié justement à d'autres projets comme ça, on parlait à la voile, à la culture culinaire et au changement climatique. Ouais, en fait, ça embrasse plein de thématiques et donc c'est assez large, il y a une logique derrière. Oui, c'est ça. Et donc maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on reparcourt un peu ton chemin. Si tu veux te remettre dans ta tête de lycéenne, donc déjà nous dire dans quelle ville tu étais, un peu ton contexte familial, voilà, pour qu'on se fasse une idée. Pourquoi est-ce que tu choisis le bac S? Et ensuite parler de tes premiers moments en université pour la médecine. Ok. Alors au lycée, j'ai choisi le bac S, donc avec les matières SVT, physique, chimie, maths.
parce que je voulais me diriger vers un parcours scientifique, soit médecine, soit peut-être professeur d'SVT. Donc j'étais à Perpignan, au lycée de Perpignan, et il y avait soit une école de médecine à Montpellier, soit un peu plus loin à Clermont-Ferrand. Et moi j'avais choisi plus loin parce que le numerus clausus était plus fort, du coup il accueillait plus de personnes, donc j'avais plus de chances de réussir. Donc je suis partie à Clermont-Ferrand, mais je connaissais personne, alors tous mes potes partaient à Montpellier. Et au final c'était pas du tout comme j'imaginais, c'était très compète, une différence aussi entre ceux qui avaient la prépa et ceux qui n'avaient pas de prépa. Et donc moi j'étais avec mon dictaphone à écouter les cours, à reprendre les cours le soir, à tout écrire. En fait je perdais un temps de fou à prendre les cours en fait. Et même pas le temps de les comprendre, il fallait juste apprendre. Alors que ceux qui avaient la prépa, ils avaient déjà tous les polycopiés. Et sauf que comme c'est très compétition, ils vont pas te passer les polycopiés. Donc toi tu passes ta journée, ta soirée, ta nuit à écrire le cours, ensuite à l'apprendre par cœur, mais t'as pas vraiment le temps de le comprendre. Je connaissais personne et je m'étais fait une pote, c'était un peu compliqué. Au final, elle m'avait pris mes cours. Enfin, vraiment, c'est un peu l'ambiance. Un monde requin, quoi. Ouais. J'étais là, je suis pas du tout habituée à ça. J'ai dit, ok, je finis le trimestre et après, c'est ciao. Ouais. Et cette prépa, elle était payante? Pourquoi toi, tu l'avais pas prise? Ouais, elle était payante. Ok. Elle était payante, je sais plus combien c'était l'année, mais c'était que du coup qu'un type d'élève qui allait prendre cette prépa pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Ceux qui savent que ça vaut le coup d'acheter cette prépa, même si ça doit être dans les 1000, 2000. Ah, c'était plus, ouais, c'était plus 4000 €, quelque chose comme ça. Ah ouais, juste pour des polycopiés. Ouais, c'est ça. C'est dingue. Je trouve aussi le fait quand tu vas en classe préparatoire, en médecine, si tu vas loin de tes parents ou de ton entourage, des personnes qui peuvent te soutenir émotionnellement, ou juste, je sais pas moi, te préparer tes petits plats, te faire tes courses, faire gagner du temps, et c'est encore plus dur. Ouais. Parce que tout ça, on n'en dirait pas, mais quand tu es dans des études aussi prenantes, tu deviens maboule. C'est-à-dire que chaque seconde compte, chaque minute compte, et tu peux pas aller faire tes courses et perdre 15 minutes de révision, c'est impossible. Ouais, tout est chronométré, il faut au maximum que tu optimises ton temps. Où là, ok, il faut que j'écrive mes cours, ensuite que je les apprenne. Ensuite, tu t'inscris au tutorat parce que c'est gratuit, que ça peut t'aider, donc tu vas là-bas. En fait, tu cours après le temps. Et en même temps, je me rendais compte que je comprenais pas du tout ce que j'apprenais parce que j'avais pas le temps. Mais j'apprenais et les questions qu'on te pose en médecine, c'était vraiment du par cœur. Alors que j'avais envie aussi de comprendre ce que j'avais fait. D'aller en profondeur dans tous ces sujets-là. Vraiment de comprendre vraiment qu'est-ce qu'on étudie en fait. Ça avait l'air très intéressant, mais on saura jamais. Non. Après, point positif, ça m'a beaucoup servi pour la suite des études en licence parce que du coup, tu as tellement appris de choses d'un coup qu'ensuite, quand tu arrives en licence, tu as le temps de les comprendre et là, du coup, ça va beaucoup mieux. C'est limite tranquille. Ouais, t'apprécies. Et comment tu as vécu aussi l'arrêt de la médecine? Est-ce que ça a été une honte? Est-ce que ça a été un gros échec? Est-ce que ton entourage t'a jugé? Ou comment est-ce que tu t'es sentie dans tout ça? Là, je me suis sentie accompagnée par mon entourage parce que ma première expérience loin des proches, justement, à habiter toute seule, à devoir prendre un rythme en fait d'étudiante tout seul, mais pas du tout accompagnée. Et je pense que ça a rassuré tout le monde que finalement je revienne sur Perpignan et hop, nouveau départ. Ensuite, je pars à Montpellier en licence. Et là, j'étais accompagnée. Ils sentaient sûrement que c'était difficile. Tous les 2 jours, j'appelais en pleurant. Je vais rentrer. Il pleuvait à Clermont. Enfin, donc, ça m'a permis de découvrir une ville avec des spécialités culinaires extraordinaires. Ça a planté une petite graine pour la suite. Exactement. Mais ouais, j'étais mieux. Enfin, c'était peut-être une expérience pour dire ok, c'est quoi la vie étudiante, à quoi ça peut ressembler. Il y a des choses que je veux, il y a des choses que je veux pas. Et maintenant que tu sais, tu fonces. Voilà. Et donc, du coup, tu as passé 3 mois d'affilée comme ça à fond. Tu t'es dit, je reste jusqu'en décembre. Et comment tu avais fait pour la suite? Est-ce qu'en janvier, tu as direct basculé dans une fac? Ou est-ce que tu as attendu l'année d'après? Comment ça s'est passé ce moment-là? Ouais, j'ai basculé en janvier dans une fac, dans la fac de bio de Perpignan, mais tout en sachant que je voulais partir à Montpellier. Et en fait, j'ai pas validé ma première année à Perpignan. C'était très chouette parce que du coup, je retombais dans les classes de mes potes, donc ça c'était cool. Et finalement, il y en a eu plein comme moi après le bac qui ont eu une année où ils ne savaient pas trop, qui sont partis en Nico, finalement ils sont revenus en bio. Enfin voilà, un peu l'année après le bac où tout le monde s'est un peu cherché. Et donc finalement, on s'est retrouvés avec plein de potes du lycée en première année à la fac des sciences de Montpellier l'année d'après. Ok, et là c'était let's go. Du coup, c'était quoi l'intitulé de ta formation à Montpellier? C'était licence sciences vitaires, cursus métier d'enseignement. Ok, donc là c'était SVT. SVT, ouais. Très large, autant de la biologie que de la géologie que de l'écologie, mais avec des cours en particulier ou des possibilités de faire des bénévolats dans des écoles pour savoir ce que c'était un peu être professeur. Ok. Voilà, cursus métier d'enseignement.
Donc voilà, ça c'était pour vraiment te préparer au métier de prof de SVT. Ouais, prof des SVT ou prof des écoles même. Okay. C'était, certains ont fait prof des écoles en partant dans cette licence-là. Et là, comment tu t'es sentie? Est-ce que ça t'a direct plu? Ouais, déjà j'ai apprécié l'ambiance, être étudiante dans une faculté, l'ambiance de groupe qu'il y a, de travailler ensemble, de se voir aussi à l'extérieur, les points à la BU, les études comme ça, j'ai bien aimé, les sujets me plaisaient. Donc là, je me suis dit, ok, c'est cool les SVT, c'est ce que je veux faire, je vais aller là-dedans. Les cours qu'on avait aussi en allant dans les classes où c'était plus jeunes enfants, on parlait des SVT, mais c'était sous forme d'atelier, ça j'aimais bien aussi. Et donc je savais que je voulais aller dans cette voie-là. Ok, là tu étais au bon endroit, tu t'es dit, ça y est, j'ai trouvé ma voie. Oui, c'est dans les sciences, de la pédagogie, après sous quelle forme exactement, je sais pas trop, mais le domaine me plaît. Et comment tu avais eu l'idée de la SVT? Est-ce que, je sais pas, depuis à quel moment tu dis ok, j'aime la SVT? Ça s'est fait naturellement ou... Parce que j'étais assez curieuse un peu de tout ce qui est... Je sais qu'à un moment donné, j'adorais les volcans. En fait, je deviens curieuse, passionnément, et hop, je change de sujet. Et je trouve que c'est cool avec les SVT parce que justement, tu peux parler de plein de sujets. Tu peux parler autant de biologie humaine, des micro-organismes, des volcans, de la mer, du plancton, de la vie un peu qu'il y a autour de toi. Et ça te permet un peu de comprendre le monde en fait qui t'entoure, mais dont tu fais partie. C'est pas juste quelque chose que tu vois, on fait partie de ce monde et ok, c'est quoi les liens entre les êtres vivants, c'est quoi ton lien avec toi, se sentir en fait faire partie d'un tout. C'est pour ça que j'aime bien les étés. C'est génial, l'esprit communautaire, faire des liens, des ponts, c'est comme une exploration un peu continue. Et puis une enquête que tu mènes, Non mais c'est vas plus clair quoi. Ça, ouais. C'est un peu passionnant quoi. Je t'imagine bien avec ta petite loupe comme ça, bon alors maintenant on va explorer ça, on fait ça. Bon après il y en a qui sont beaucoup plus naturalistes que moi. Certains à la fac qui connaissaient toutes les plantes, qui connaissaient toutes les roches. Et moi, c'est des personnes comme ça qui me fascinent un peu. Je me dis, waouh, elles connaissent tout, mais c'est génial. Tu peux raconter l'histoire d'un paysage à partir de la roche qu'il y a ici. Et je trouve ça fascinant. Et donc, d'être entourée de personnes comme ça à la fac, avec des clubs aussi à la fac, ou un peu des clubs naturalistes, des clubs de médiation scientifique, ben, je trouve ça hyper enrichissant. Et c'est une bonne ambiance autour d'un sujet que tu kiffes bien, c'est chouette. Et ce que j'adore dans ce que tu dis, c'est que ta vie étudiante a été très chouette. Et parfois, c'est un peu ce qu'on reproche à l'université, tu vois. Que c'est un peu chacun dans son côté, t'es très seul, il n'y a pas tellement d'esprit de promo, il n'y a pas trop d'activités extrascolaires. Ouais. Et en fait, ça dépend. Toi, tu dis tout l'inverse, apparemment. Oui, ça dépend. Ça dépend bien parce que la dernière année, par contre, de licence, où là, on se préparait à avoir la sélection pour le master, là, c'était plus compliqué. Pareil, master 1 de professeur des SVT, c'était plus compliqué. Là, c'était plus chacun pour soi. Et l'ambiance de fac, très chouette avec... avec une annonce de groupe, là ça dépend, c'est un peu plus compliqué. Dès qu'il y a une sélection à la fin, je trouvais que la mentalité change un peu. Et donc tu es plus boulon dans tes cours et ça fait un peu compétition et ça c'est plus compliqué. C'est jamais très agréable, ouais. Une fois qu'il y a une compète pour les concours, les masters, dès qu'il y a un nombre limité de places. Tu sais qu'il faut quand même collaborer parce que solo tu n'y arrives pas. Exactement. Mais il faut avoir cette gagne, quoi, cette niaque, envie de passer des heures et des heures à bosser parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Et avoir la puissance d'affronter les autres, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu ce qu'il faut. Et je pense que j'ai jamais été très dans l'esprit compétition. Du coup, ça c'était un peu compliqué. Mais la motivation, je la trouvais par les petits groupes d'amis où on se dit, ok, ben là on va étudier ensemble. Et c'est plus parce que tu étudies avec tes potes sur un sujet qui te plaît que ça me poussait à bien bosser. Mais cet esprit de compétition, moi, à chaque fois, ça me fait flipper. Panique à mort. Panique, j'arrête. C'est terminé. Et c'est ce qu'il nous disait aussi en prépa, tu vois. Quand t'es en prépa, pareil, méga compétition au sein de la classe, donc t'es une trentaine. Tu vois ce que tu disais au début en médecine, on ne partage pas les cours, si t'es absent, bah, c'est tant pis pour toi. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais quand tu réfléchis, c'est complètement bête parce qu'en fait, il vaut mieux que tu sois solidaire avec les 30 de ta classe, au moins un petit groupe de 4, face à tous les autres du concours. Vous êtes 3000, 4000, enfin j'en sais rien. Tu vois, tu paies rien, si vous êtes pris tous les 4, bah, c'est ouf, ça vaut le coup de s'entraider, de se faire gagner du temps. Oui, justement. C'est rentable en fait. Et puis c'est motivant en fait d'être ensemble pour affronter quelque chose. C'est ça, et puis même toi, tu vois, pour rester motivé pour les concours, pour la sélection, pour tout ça, il faut. C'est bien d'avoir un ancrage, quoi. D'avoir un noyau comme ça qui porte un petit peu. C'est clair. Et donc du coup là tu passes, c'est des dossiers écrits, comment ça se passe cette sélection des masters? C'était par rapport aux notes. Ok. Les notes, et généralement nous, vu qu'on était déjà à Montpellier, dans cette licence-là qui préparait à être professeur, si on avait des bonnes notes, hop, on était pris. Donc nickel quoi. Même pas de dossier à faire, c'était juste les résultats. Ce master-là, c'était les résultats qui faisaient qu'on était pris directement.
Par contre, l'autre master ensuite que j'ai fait, là, c'était un dossier à monter. Mais vu qu'on était déjà dans la fac de Montpellier et que qu'on avait fait ce cursus-là, je crois que c'était presque pas le droit, mais comment dire, une autoroute. Enfin, ils te connaissent, ils voient le profil Voilà. de côté et ils préfèrent te donner ta chance. Ouais, c'est ça. À toi, quoi. Et donc, du coup, là, tu rentres dans ce master. Est-ce que tu avais différents masters en tête ou c'était forcément celui-là? Toi, c'était une évidence. Ouais, master prof des étés, oui, à Montpellier. Ok. Ouais, c'était clair, net. Sauf qu'une fois dedans, c'était plus du tout clair. Et c'est là où j'ai arrêté et je suis partie dans mon master ensuite. Ouais, si tu peux nous raconter cette histoire de comment tu arrives dans le master, quelles sont tes impressions, déceptions, j'en sais rien, désillusions, comment ça se passe? Donc la première année de master pour être professeur des SVT, ça s'appelle Master MEF, Éducation, Enseignement, Formation en SVT. Et de suite, en fait, c'est une préparation au concours. Donc, paf, tête dans le guidon, tu fais des examens blancs, tu n'arrêtes pas, des oraux, des écrits, des choses, plein de choses vraiment à connaître. On passe notre temps à faire des fiches, à s'interroger. Bon, ça peut être une bonne ambiance de groupe, mais il faut savoir pourquoi tu le fais, si tu as vraiment envie d'être professeur. Et là, on fait un stage. On avait fait un stage où je ne me sens pas du tout en fait, à la hauteur d'être professeur. Je me dis, mais je me sens pas être la posture de professeur. C'était quoi exactement qui manquait? C'était s'apercevoir que tu dois gérer une classe avec 30 élèves différents et que déjà toi-même, tu ne te sens pas forcément légitime de parler sur des sujets que tu ne connais pas tellement. Et là, tu as des enfants aussi, le côté social à gérer. Et je me disais, waouh, je suis pas assez encore mature, je pense, pour être professeur. Et en plus, du coup, c'est se dire que tu veux être professeur, tu passes un concours qui est national, qui marche avec un système de points. Ça veut dire que si tu n'es pas marié, si tu n'as pas d'enfant, si tu coches pas les points, enfin les catégories que l'État veut, eh ben tu vas rester à Paris pendant des années. Et moi, j'étais là, non, mais je veux pas galérer toute une année à passer un concours pour finir ensuite pas dans 15 ans à Paris. Alors que j'ai pas envie de ça et j'ai envie de bouger, d'avoir un métier où je peux bouger, j'ai envie de voyager, de voir autre chose. Et ce que tu disais hier aussi, c'était hyper intéressant, que cette vision des points et tout, c'était très traditionnaliste, très... en fait, si tu as une famille, tu montes dans les grades, donc ça t'encourage toi à avoir une famille, à être marié, des enfants. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus du tout d'actualité, quoi. Ouais, c'est ça, c'est très réel comme système où en fait tu comptabilises les points. Si tu es marié, pour te rapprocher de ton conjoint, hop, c'est bon, tu peux avoir assez de points. Si tu as des enfants, plus tu as d'enfants, plus tu as de points. Et en fait, si t'es pas marié, si tu n'as pas d'enfants, ou alors si tu as un handicap, paf, 1000 points. Mais voilà, ça te fait en faire quelque chose. Voilà. Donc il y a de grosses stratégies aussi qui sont mises en place en master pour, ok, on va se marier avec telle personne, comme ça on va se faire des points. Pas mal de personnes qui se paxent, mais il ne faut pas se paxer entre soi parce qu'il faut que tu te paxes avec une personne qui va être dans un coin géographique où tu as envie d'aller, qu'il ait déjà un métier stable, pas que tu te retrouves tous les deux à Paris. Sinon tu restes encore plus. Voilà. Bien stratégie avec les potes et en fait tu te rends compte que c'est un peu compliqué, quoi. C'est pénible, quoi. Toi, tu as envie d'être professeur, mais ça n'empêche pas que tu as envie de rester, de bouger, quoi. Oui. Et là, ça t'oblige plus ou moins à rester dans le même endroit pendant quelques années. Qu'on a défini pour toi. Et en plus, une fois que tu as le concours, en fait, tu peux pas dire... si tu peux demander des disponibilités. Mais tu peux pas dire du jour au lendemain, là, je fais pas prof, je reviendrai peut-être dans quelques années. Non, il faut que tu demandes la permission. Moi, dans ma tête, là, j'avais pas du tout fait les études pour qu'au final, je continue à demander la permission de pouvoir, là, voyager ou là, faire ça. Non, je voulais quelque chose de beaucoup plus libre. Et pas rester enfermé en disant, ok, là, j'ai un métier que je vais faire pendant 40 ans et ça sera à tel endroit et peut-être que si on veut bien, je bougerai. C'est ça, et puis c'est plus du tout en phase avec notre génération. Aujourd'hui, qui se dit, ok, je vais faire le même métier pendant 40 ans? Pardon, mais j'ai l'impression que ça fait rêver personne et qu'on a envie d'explorer différentes choses. Et c'est aussi parce que tout évolue très vite. T'en parleras peut-être aussi avec l'enseignement, la montée d'internet, l'utilisation de ChatGPT, et c'est que le début. Donc tu sais que tu peux améliorer tes cours, tu peux changer de métier assez facilement. Et on a besoin de cette flexibilité, je crois, aujourd'hui. Oui. Et puis surtout en tant que meuf, c'est plus du tout notre rêve d'être maman, en tout cas de l'être rapidement, obligatoirement, quoi. Aujourd'hui, on ne veut plus être mère à 20 ans. On se dit pourquoi pas à 30 ans, pourquoi pas jamais. On se pose vraiment la question de qu'est-ce qu'on a envie, nous. Oui, voilà, de soi-même décider et de ne pas laisser quelqu'un d'autre décider, en fait, de tout tracer pour toi. C'est ça. Alors que là, le système, quand même, des points t'encourage à suivre une voie classique. Ouais, carrément.
Ouais, c'est un peu ça. Donc du coup, ben, toi, tu vois un peu tout ça et ça te... Ouais, donc là, je me rends compte que je veux pas être professeur d'SVT. Peut-être un jour, plus tard, mais pour le moment, je veux pas être professeur d'SVT. Donc je continue à étudier avec ceux de la fac parce que bonne ambiance quand même avec mes copains, donc ok. Mais je commence à voir pour faire du bénévolat dans des écoles à l'étranger, pour apprendre une nouvelle langue, en fait, j'ai envie de créer des expériences, toujours peut-être en lien avec la pédagogie, mais à l'étranger, pouvoir bouger. Ouais, toi, t'as envie de voyager, d'explorer, quoi. Ouais, j'avais envie de bouger, de voyager. Et donc, je fais mon passeport, je trouve une école pour faire du bénévolat, ok. Et là, boum, Covid. Donc bon, cette idée de voyage, c'est pas le moment. Ah, tu rentres chez toi, Camille. Je rentre chez moi, j'étudie, je dis ok, donc je continue à étudier parce que bon, je suis dans le moule, je me dis peut-être qu'un jour je vais être prof d'SVT, donc je continue à faire bien mes cours, à étudier. Je me dis bon, au moins le jour où je voudrais être professeur d'SVT, j'aurai déjà tous ces classeurs là qui sont prêts parce que j'aurais taffé une licence, master 1 pour préparer ce concours. Et donc là je peux pas voyager, je continue. Par contre, hors de question que j'ai ce concours. Alors qu'il y a très peu de place, j'ai flippé d'avoir le concours, alors que non. Pour prouver que je l'ai pas, Mais tu te dis, bon, il faut pas que je réponde à des questions, on sait jamais, je pourrais l'avoir et après, boum, t'as un concours très dur à avoir, du coup, tu le gardes et tu restes coincé. Je dis, non, horrible. Donc, juste avant le concours, je pars en voyage à vélo, justement, comme je te racontais hier, où justement, tous mes potes bossaient à fond. Moi, j'étais là, ah non, là, par contre, j'arrête de bosser parce que. Je vais être trop maligne, je vais savoir trop de choses, je vais réussir mes concours, alors là, surtout pas, quoi. Je viens, mais je veux pas du tout avoir ce concours-là. Et donc je le passe, évidemment j'ai pas le concours, enfin non, faut taffer vraiment pour l'avoir, il y a 10% je crois de place. Ah ouais, donc c'est chaud quand même. Ouais, et par contre je me dis bon vu cette pandémie qui bloque tout le monde, ça peut être cool d'avoir un master pour justement si un jour je veux passer le concours, plus tard, au moins j'ai le bagage qui me permettra de passer le concours. Okay. J'entends parler d'un master, médiation scientifique, justement qui parle des sciences, d'écologie, mais de manière beaucoup plus ouverte. Tu bosses souvent dans des associations ou dans des musées. Tu peux faire des expositions, des ateliers, des courts-métrages, des festivals autour des sciences. C'est génial. Ça peut être très très chouette ça. Du coup, hop, en septembre, je vais là-bas, toujours à Montpellier. Donc là, par contre, il y avait un dossier à créer, mais forcément, tu es quand même dans la même fac. Du coup, les professeurs, ils te connaissent. Je pense que ça aide. Ça aide pas mal, quoi. Ouais. Très bonne ambiance dans ce master. Génial. Vous étiez une promo de combien là? On était une vingtaine. Ah, c'est pas beaucoup quand même, 20 places. Ouais, non, c'était pas beaucoup. Mais hyper sélectif quand même. Quand même, ouais, c'est sélectif. Mais ouais, bonne ambiance, il n'y a pas le concours derrière. Et je crois que ça change tout. Beaucoup de projets de groupe. Donc on se fait des ventes. Moi j'allais te dire, ça ressemble à quoi exactement le quotidien, les cours, les relations avec ta promo, comment ça se... Non, là c'est beaucoup de travaux de groupe, donc c'est des différents projets, par exemple valoriser un village, montrer que ce village il est très connu pour la richesse historique, religieuse qu'a ce village, mais toi en tant que médiatrice scientifique, tu dois essayer de trouver, raconter cette histoire de ce village, mais de notre vie. Donc là tu vas étudier les roches de ce village, tu dis ok, ça vient d'où, donc ce village est dans une vallée. Tu racontes une histoire de ce village, mais autre que pourquoi il est connu à la base. C'est ouf. En fait, tu apportes un autre angle, une autre vision. Et le fait d'être médiatrice scientifique, c'est que tu vulgarises. Exactement. En fait, au lieu de te dire, non mais c'est bon, moi, les roches et tout, j'y connais rien, c'est compliqué. Toi, tu facilites tout et tu racontes une histoire pour que les gens soient captivés et s'intéressent en fait à cette matière qui peut être un petit peu exactement opaque, quoi, ou difficilement... Et ce qui est très chouette, je trouve, c'est justement de toi-même avoir les infos. Du coup, tu te renseignes, tu apprends beaucoup, tu cherches les sources, comment tu apprends en fait toutes ces infos. Et ensuite, tu essayes en fait de les vulgariser. Donc, il y a un gros travail de recherche en amont et ensuite de vulgarisation. Et c'est ça qui est très chouette. Et même maintenant, en tant que prof des étés contractuels, d'abord d'avoir ces connaissances, après prendre un peu de recul sur ces connaissances pour pouvoir les partager. Et ça, j'ai trouvé très cool parce qu'on pouvait parler autant des roches que de la mer, que du microbiote intestinal. Enfin, ça partait un peu dans tous les sens, mais toujours en lien avec les sciences et surtout écologie parce que c'était un master dans la filière B2E, biodiversité, écologie, évolution.
En vrai, c'est ouf parce que toi, tu peux explorer plein de domaines, être un petit génie de la roche, un petit génie de l'eau, un petit génie de ceci, de cela. T'embarques les gens dans ton histoire et enfin, je trouve ça fascinant et ça te va trop bien comme. C'est vraiment ouf. Mais des fois, c'est ça la réflexion qu'on avait avec ceux de la promo, c'est qu'on avait l'impression d'être curieux de tout, de toucher un peu à tout, mais d'être spécialiste de rien du tout par contre. Et donc l'objectif c'est d'aller vers les personnes qui eux sont spécialistes et là tu les mets en avant aussi parce que tu peux pas essayer de toucher à tout et être pointilleux, enfin être autant spécialisé sur tous ces sujets. C'est hyper juste ce que tu dis et d'ailleurs c'est ça qui est drôle quand tu vas en université ou quand tu montes dans les études supérieures, c'est que tes professeurs ils sont experts dans un domaine mais ils sont pas forcément pédagogues pour te transmettre leur savoir. Et donc même s'ils sont excellents vraiment dans leur matière ou quoi, mais ils vont pas arriver à te faire passer le message et toi ça va pas t'enrichir de la bonne façon. Et donc ce qu'il faut c'est que quand tu es expert d'un sujet, il faut aussi être capable de le transmettre et c'est là que toi t'interviens en gros, c'est pour faire le pont entre les deux quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est hyper intéressant et important. Et puis c'est très chouette à faire et voir qu'est-ce qui marche, ce qui ne marche pas, tu testes des choses, bon mais ça peut, c'est plus pour tel type de public, des ateliers ok avec les scolaires, des expositions plutôt grand public. Et de voir en fait, de tester ce qui peut marcher, d'essayer de fédérer en fait autour d'un sujet. Et c'est ça qui est cool. Et ok, donc du coup pendant ce master, est-ce que tu fais des stages là? Est-ce que tu vas sur le terrain pour voir à quoi ça ressemble ton vrai métier, ton futur métier? Oui, il y a des stages à faire. Il y a un stage en M1, Master 1 et ensuite un Master 2. Et le premier stage de Master 1, je le fais en Bretagne. Donc là j'étais à Montpellier. Et en fait, je cherche un stage en médiation scientifique plutôt tourné vers la mer. Et je suivais sur Arte un gars qui s'appelle Corentin Châtel-Perron, qui fait partie de l'Otech Lab, qui voyage sur son voilier le Nomade des mers, qui va voir des low-tech, en fait découvrir les low-tech de part et d'autre du monde. C'est quoi une low-tech peut-être pour... C'est une technologie ou alors un savoir-faire qui est durable, utilisable et reproductible. Ok. Voilà. Et donc voilà, je suivais ce Corentin Châtel-Perron sur Arte et là je vois qu'il y a une offre de stage à Explore, le fonds de notation qui suit des projets dont le Nomade des mers. Je dis waouh, mais ça a l'air génial! Et il cherche pour faire de la pédagogie. Du coup, le lendemain matin, je vois ça. J'étais en soirée avec un pote. Ça arrive toujours en soirée! Waouh! Vas-y, j'avais trouvé un stage mais qui me donnait pas du tout envie. Il me disait mais Camille, tu vas t'ennuyer là pendant 5 mois à faire ça. Je dis oui, mais je trouve pas. Donc 2h du matin, on regarde, mais il y a une nouvelle offre. Je dis ok, bah, demain matin j'appelle, hyper motivée, hop, elle me dit bon, bah, si vous voulez, dans 2 semaines vous commencez. Je fais ok. 2 semaines après, je prends ma petite Twingo et je monte en Bretagne pour faire partie d'Explore, le fonds de natation Explore qui soutient des projets. C'est génial. Mais et ces projets-là, ils étaient fantastiques. Ouais, tu peux nous en parler un peu, c'était quoi tes missions Donc moi, c'était faire des ateliers ou mettre en place des ateliers ou des livrets scolaires en lien avec l'écologie, la voie et surtout en fait en lien avec les projets que eux soutiennent. Le Tech Lab, donc en lien avec Nomade des mers, Captain Darwin, un nouveau projet où c'est Victor qui a monté son projet en voilier de repartir sur les traces de Charles Darwin 200 ans après. Wow, génial. Dingue. Plastique Odyssée, c'est un projet de revalorisation du plastique dans différents endroits du monde. Enfin, que des projets en fait que je trouve ouf. Et je me dis, mais en fait, des personnes le font, c'est fantastique. Et de voir aussi que l'écologie, c'est quelque chose de concret. Moi, je voyais... ça restait très théorique dans mes cours. Je passais pas vraiment à l'action. Et tandis de voir ces personnes vraiment engagées, donner vraiment du sens à leur vie et de savoir pourquoi ils font ça et de monter des projets, ils sont capables, ben, je trouve que ça ouvre l'esprit énormément. Et après ces 5 mois de stage, je trouvais que j'étais un peu changée, avec d'autres consciences. Et puis j'avais fait quelques jours aussi en bateau avec Captain Darwin dans les îles de Bretagne et j'avais trouvé ça fascinant. J'étais à la fois hyper déstabilisée, je savais rien faire sur un bateau. J'avais l'impression de servir juste à faire un peu la cuisine et encore. Mais... Parce que sur un bateau c'est quand même particulier la cuisine. Voilà. Ça bouge beaucoup quand ça tombe. Ouais, c'est pas du tout pareil, c'est vraiment un autre milieu. Et en même temps, cette cabane sur l'eau, j'avais trouvé ça fascinant. Je m'étais dit, mais si un jour j'ai la possibilité de faire un autre projet où je peux vivre sur un voilier, ben, j'y vais, je fonce. Fascinant quoi. Ouais. Donc là t'es inspirée, nouvel environnement. C'est ça. Et ça t'ouvre un peu le champ des possibles. Avant tu te serais peut-être pas dit, moi j'aimerais bien faire un projet, aller sur un voilier, y vivre, faire des expériences. Et là en fait ça t'a ouvert d'autres possibilités et donc d'autres.
exactement. perspective, quoi. Ouais. À ce moment-là, j'avais pas encore l'idée que moi-même je pourrais faire un projet, mon projet. Mais l'idée de faire partie d'un projet comme ça, en lien avec la voile, en lien avec l'écologie. Et du coup, il y a d'autres. Ouais, t'as tout qui devient possible et un autre Tu univers. casses des barrières, quoi. Ouais. T'écartes un peu plus les limites de ton monde. Tu te dis, ah, mais en fait, il y a tout ça à explorer. C'est ça. Ouais. Et toi, qui es une exploratrice, bah, pouf, tu continues un peu dans cette lancée. Et... Ouais, c'est de voir que la vie, c'est pas comme on a décidé que ça serait pour toi, c'est possible. Il y a plein de choses possibles à faire. Et donc là, tu fais ces 5 mois de stage et à la fin, il se passe quoi? Et à la fin, je rentre à Perpignan. Comment tu te sens déjà? Qu'est-ce qui t'a changé? Parce que tu as dit que ça t'avait changé, mais c'est quoi exactement Plutôt l'écologie en fait. Se rendre compte de l'impact qu'on a en fait sur ce qui nous entoure. Ouais, l'impact de l'homme sur l'environnement. J'en avais pas autant conscience. Et de voir qu'il y a des actions concrètes. Et c'est là aussi où c'est un peu délicat parce que toi tu as l'impression d'avoir découvert plein de choses, d'avoir conscience, de culpabiliser dès que tu fais pas bien les choses ou dès que tu prends conscience de l'impact que ça peut avoir. Et tes proches qui t'ont pas vu comme ça, ils ont continué normalement et toi tu reviens et t'es un peu ah tu fais ça comme ça toi, enfin un peu dans le jugement alors que non c'est ah t'étais pareil 5 mois avant. Non enfin faut pas abuser quoi. Ça c'est un peu difficile je trouve quand tu deviens alerte de certains sujets, ça peut être l'écologie, l'égalité des chances, tout ce que tu veux. Plus tu te renseignes, plus tu vois les aberrations parce que là au niveau de l'environnement on se met en danger tout seul en polluant. L'inégalité des chances, et bien parfois on fait des gourdes, on peut faire mal, on met à l'écart, etc. On entretient des discriminations. Et toi, une fois que tu ouvres les yeux, ça te paraît tellement évident que tu comprends pas le décalage avec les autres et tu te dis mais qu'est-ce que tu fais? T'es en retard, Ouais. tu juges quoi, alors qu'il faut pas. Ouais, carrément. T'as fait ton chemin, mais t'as eu 5 mois pour le faire. Les autres, ils n'ont pas eu cette expérience, faut pas leur en vouloir. Ouais, c'est ça. C'est le jugement qui très un peu radical. Et toi-même, tu deviens un peu radical et limite, tu t'éloignes des autres et donc tu ne peux pas non plus en parler avec eux pour les faire évoluer. Donc ça sert à rien d'être ouais, exactement. radical quoi. Ouais. Et donc du coup, tu rentres et là, t'es... Donc je rentre avec un peu plus de conscience, mais pas non plus... c'est surtout l'année d'après, ensuite quand je reviens en Bretagne, que le cheminement s'est encore plus fait et que là, à fond écologie, tout à vélo, je sais plus trop quoi acheter, du coup j'achète rien parce que tout a un impact et je deviens un peu ma boule de ça. Et je crois qu'il y a un moment en fait, c'est des montagnes où tu prends conscience, tu t'agis, après c'est un peu trop radical, ensuite tu prends du recul, ensuite hop, tu oublies ta... Enfin, c'est un petit bout quoi, l'engagement écologique. Ouais, avec un peu des montagnes russes où là, hyper engagé, après non, tu prends un peu de recul parce que tu vois que ce n'est pas forcément bien ou pas forcément bien avec tes proches. Et après, ça repart. Je pense que c'est un cheminement un peu plus sur le long terme que j'ai conscience, ok, j'agis d'un coup. Ouais, parce que parfois il y a un énorme décalage et tu peux pas changer du tout au tout comme ça en 2 temps 3 mouvements. Ouais. Et il faut aussi gérer l'éco-anxiété parce qu'une fois que tu es au courant de certains sujets, des gros problèmes qui nous attendent, ça peut te saper le moral. Tu peux te dire, en fait, mon impact il sert à rien. Ou alors même l'inaction d'autres gens, ça sert à rien. Oui. Et d'ailleurs, il y a un film qui va sortir. Tu connais Tomorrow Project? Non. Ok. En gros, c'est 2 influenceurs qui parlent d'écologie. Et là, ils sont en train de créer un film, un documentaire sur l'inaction. Essayer de comprendre pourquoi tout le monde est au courant de l'urgence climatique et du fait qu'il va falloir se bouger et changer nos actions, nos activités. Et pourquoi on fait rien. Donc du coup, ça va sortir, je crois, à la fin d'année. Petite promo pour eux, parce qu'ils sont vraiment sympas. Et essayer de comprendre cette inaction qui peut te donner la rage quand toi, tu commences à changer un peu, quoi. Avoir le déclic. Ouais. Tu comprends pas pourquoi en fait personne ne bouge et toi-même tu fais beaucoup de choses et ce décalage-là. En fait, t'es seul dans ton truc. C'est ça qui donne un peu la rage et qu'il faut savoir contrôler aussi pour pas être énervé contre tout le monde. Parce qu'alors que tu penses être tolérant, non, tu deviens hyper intolérant en fait au monde. Et c'est pas ça non plus une vie en société. Non, enfin, c'est chacun agit comme il peut à son niveau et on essaie de vivre ensemble. C'est pas que agir en comptant des émissions carbone. Enfin non, il y a un lien entre les hommes. Enfin, c'est beaucoup plus délicat que des émissions carbone. Et il faut pas se mettre à l'écart, juger, etc. parce que ça dessert même ta cause de t'enfermer dans un espèce de microcosme. Exactement, non, il faut rester en lien avec les autres et les embarquer avec toi. Ouais, c'est plutôt ça. C'est voir essayer de comment rendre les choses un peu plus positives et de lier avec les personnes. C'est vraiment le lien, je pense, avec les gens qui peut permettre d'avancer, de faire changer un peu la société, les mentalités. C'est pas juste en disant non, lui il a rien compris, allez c'est bon, je parle pas.
Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te mets au-dessus. Enfin, Non, ça marche pas du tout. Ouais. Et donc toi, comment est-ce que tu as vécu le retour? Comment est-ce que tu as rebondi justement de ce retour un peu difficile où tes convictions avaient évolué et ça collait pas forcément avec l'entourage? Ouais. Comment tu as rebondi? Je pense que l'entourage, ça collait pas forcément, mais c'était vachement dans l'écoute. Et surtout un master, master B2E, c'est quand même master biodiversité, écologie, évolution, c'est quand même, il y a quand même pas mal de babos. On peut le dire, c'est un peu la caricature des écoles babos. Du coup, On ça a quand même un allait. peu. Là, ça allait. Avec ce master, ça allait bien. Et je pense que les copains aussi de ce master, c'est des amis que tu te fais, mais avec la même mentalité un peu. Donc là, ça collait bien. Et ensuite, j'ai refait un stage à nouveau en Bretagne, où je me suis dit, mais la Bretagne, ils sont géniaux, ces gens-là. Ils sont ouverts d'esprit, écolo, tournés vers les voiliers. On adore, on arrête. Fantastique. Bonne ambiance, en plus, vraiment, c'est pour ça que je suis revenue en Bretagne. Avec l'idée de me mettre à la voile. Et donc j'avais pris des cours de voile en me disant, si un jour j'ai l'occasion de partir sur un bateau, mais il faut pas que je sois là hyper déboussolée, je sais pas quoi faire, juste ok, je vais faire une tarte aux chèvres. Enfin, non. Pour remonter le moral, mais la tarte aux chèvres, ta gueule, on fait que la vomir. Avec le mal de mer en boule. Ça un peu utile quand même. Ok. Donc j'avais pris des cours de voile à Lorient. Et là, ils étaient tous à vouloir faire de la voile, c'était que des gars, et vouloir faire de la voile que pour faire des régates. Et moi, quand on m'avait demandé pourquoi tu veux faire des cours de voile, j'étais là, oh, pour un jour, peut-être embarquer sur un voilier comme Tara, une expédition scientifique, ça serait très chouette. Et du coup, j'étais là, mais j'étais un peu en décalage aussi avec des gens qui étaient ici pour prendre des cours de voile et faire des régates. Moi, la compétition, comme je disais au début, c'est pas mon truc. Chiller sur un bateau, c'est quand même plus sympa. Voilà, comme ça, c'est super. Faire un peu de médiation scientifique par-ci par-là. Voilà. Mais la compète, c'est mieux. Ouais, non, c'est bon. Et tu restes quand même à poursuivre ta formation, quoi. Oui, ouais, même j'ai si essayé. c'est pas les mêmes objectifs, tu restes. Oui, je reste. Ouais, j'ai fait les cours débutants. Après, je voulais passer en intermédiaire et c'est là où je voyais qu'il y avait des régates mises en place. Et je me suis dit, non, ok, je vais arrêter avec mes cours débutants. Je sais un peu les bases. Ça me rassure pour un jour partir, pourquoi pas en voilier. Et donc, je continue mon stage à Lorient. Je suis embauchée ensuite quelques mois après. Et par contre, moi, dans l'idée, je finissais en fait mon stage pour faire la fête de la science. Donc, organiser un festival autour des sciences, aller voir plusieurs acteurs, des assos, monter ensemble des projets, des expositions, des ateliers. Donc, très sympa. C'est énorme, c'est de la gestion de projet. Ouais. Et en gros, toi, tu chapeautes différents ateliers, conférences, trucs, machin. Exactement. Et puis, tu fais un peu de com, tu vas chercher des partenaires. C'est très bien à mettre en place. Moi, j'adorais de mettre en place des chroniques radio, d'aller chercher les étudiants en fac de sciences pour qu'ensuite ils puissent raconter leur thèse à la radio, d'essayer de faire des petites chroniques, des rencontres d'auteurs, des ciné-débats. Enfin, tout ça, c'est trop chouette à mettre en place. Et donc, j'avais envie de continuer à travailler jusqu'à la fin en fait, de ce projet-là. Et donc, une fois que les bilans étaient faits, j'avais dit non, je reste pas ici, j'ai envie de voyager, de bouger. Sauf que j'avais postulé pour travailler en Irlande, j'avais pas été prise. Je me suis dit, c'est pas grave, je suis pas prise, j'y vais quand même. C'est vrai. C'est comme petit détail, une formalité. Je dans ma sur tête. place, Voilà. c'est pas grave. Très bien. Et solo là, tu pars. Alors, dans ma tête, je pars solo. Je voulais même faire du bateau stop, du coup, trouver un voilier. Je contacte les gens que j'avais rencontrés au centre nautique de Lorient, là où j'avais fait les cours. Je dis, ok, mais là, par contre, Camille, c'est pas la bonne période pour partir, il va falloir que t'attendes. Non. Ok, d'accord. Et entre-temps, c'est l'été, j'avais postulé à un bénévolat, mais j'avais pas eu de réponse. Dans un bénévolat pour partir en voilier à 10 en Méditerranée, faire des ateliers, concevoir et animer des ateliers sur les enjeux sociaux et environnementaux de Méditerranée. Et ça pendant 7-8 mois. Je me dis, ok, je postule, mais il n'y avait pas de réponse. Et en fait, en octobre ou novembre, je les appelle pour savoir où est-ce que ça en est. Et en fait, je suis prise. Et je n'étais pas au courant que j'étais prise. Ils avaient oublié de te dire. Je sais plus exactement comment ça s'est passé. Je crois que c'est une personne ensuite qui m'a appelée, qui m'a dit oui, vous êtes prise. Mais le projet a commencé un mois après. Et donc tout s'est fait hyper vite. C'est que je suis rentrée chez mes parents. Et du coup, j'ai annoncé que j'allais partir plusieurs mois sur un voilier, que là, le bateau était à Marseille, du coup, il fallait que je sois dans un mois à Marseille, et qu'ensuite, de décembre à juillet, on allait faire ce projet en bateau. Et comment ils ont réagi quand t'as dit ça? Mon père il était hyper emballé. Oh, c'est génial, c'est génial. Je crois que ma mère un peu moins. Mais non, il était quand même très content pour moi, de voir que il y avait un projet que j'avais parlé, et au final, ben, ça risque. C'est un peu hors du commun, quoi. N'empêche de partir sur un voilier avec des gens que tu connais pas, à 10. Exactement. Et puis le monde marin, c'est impressionnant quand t'es pas du tout dedans. Tu te dis, mais quoi?
quoi? Il faut être complètement taré pour s'enfermer sur, je sais pas combien il y a de mètres carrés, mais c'est assez petit. Ouais, je pense que c'est de l'inconscience. Avec du recul, ouais. Surtout, vraiment quand on est parti, où je me suis dit, ok, on est 10, avec des nationalités différentes, des cultures différentes, des habitudes différentes. Le fait de vivre sur un bateau, c'est pas du tout pareil que vivre à terre. Il y a la gestion de l'eau, de l'électricité, de toutes les ressources. Voilà. Le fait de partir naviguer, de se dire, ok, on va aller à Tanger. Première traversée, c'est jusqu'à Tanger, donc au Maroc. Et tu te dis, ok, on est à Marseille, on n'a fait que 2 sorties à Marseille en voilier. Et là, on va faire des quarts où on va aller direct à Tanger. Je crois que la veille du départ, j'avais pas du tout dormi, où je prenais conscience de qu'est-ce que je fais, dans quoi je me suis embarquée. Ça a l'air très chouette, mais est-ce que j'ai vraiment conscience dans quoi je m'embarque en fait? Et puis toutes les histoires qu'on peut te raconter aussi, tu vois, quand j'avais voulu faire une transat en voilier, plein d'entourage me dit mais t'es folle, ça fait peur, une fois que t'es sur l'eau, tu peux devenir fou, il y en a qui sont suicidés, qui sont... Quoi, tout ça Et en fait, quand tu as un peu les peurs des autres, tu te poses des questions, tu te dis ils ont peut-être raison, dans quoi je m'embarque, tout machin. Ouais. Alors que non, t'as eu raison, en fait, il faut... Oui, t'as des appréhensions, c'est normal, mais il faut y aller, quoi. Ouais. Et puis là, la vie t'avait montré que c'était le chemin. Tu candidates à Dublin, t'es pas prise, tu veux y aller, mais finalement, c'est pas la saison des vents, ou en tout cas la bonne saison pour y aller. Comme de par hasard, on t'appelle, ouais, fonce, quoi. Ouais, c'est clair. Donc là, tu pars avec 10 personnes et comment ça se passe? Parce que toi, c'était tes débuts aussi oui. de voilier, quoi, d'expérience, d'expédition mais c'est ça. En fait, tout le monde, personne n'était un pro de la voile. Est-ce qu'il y avait au moins un capitaine ou une Oui, voilà, il y avait un skipper, Rihanna, qui lui, en fait, nous a appris vraiment tout de A à Z. Et à la première traversée, il y a eu une autre personne, Marco, qui est venu faire le second. Donc on était quand même très bien accompagnés, on savait que eux deux ils géraient parce que nous, on ne gérait pas. On apprenait. Et en fait, ça s'est très bien passé, mais aussi parce que je sais pas trop comment ça se fait, mais de suite on s'est quand même bien entendus tous sur le bateau. Le premier mois à Marseille, où on faisait des petites sorties, on mettait en place des ateliers, on se rendait compte que ça allait être un gros projet, qu'il fallait tout monter, les ateliers scolaires, mais ça se passait quand même très bien entre nous. Le plus dur, c'était la gestion des repas, la gestion d'un groupe. À 10, tout est organisé. Tu fais des repas, tu as 2 pour faire le repas, 2 pour faire la vaisselle, tu prends en compte toutes les spécificités de chacun. Il y en a un qui mange sans gluten, l'autre qui supporte pas les carottes, les tomates, peu importe, l'autre qui mange halal, ensuite l'autre personne, 2 personnes végé. Du coup, tu essaies de faire des repas qui aillent le plus possible à tout le monde, mais en même temps, c'est un casse-tête. Et aller faire des courses, enfin, à Marseille, ensuite, on connaissait un petit peu, mais quand tu arrives dans un nouveau pays, tu connais pas, tu vas faire des courses, tu vas faire du stop, parce que tu peux pas te déplacer à terre, t'as pas de voiture, t'as pas de vélo, on n'avait que le bateau, donc tu fais du stop, tu vas faire tes courses, hop, tu rentres. Pareil pour les lessives, tout est une organisation énorme en fait, à 10 sur un bateau pour tout ce qu'on fait. Ouais, on se rend pas compte qu'on a ce confort-là à la maison et qu'il n'est pas applicable sur le bateau et que exactement, chaque tâche en fait est toute une aventure. Ouais. C'est de la gestion de projet. Mais oui. Ouais. Et après, est-ce que vous êtes bien entendu? Parce que 10 personnalités, c'est quand même chaud. En plus, vous ne vous connaissiez pas. Est-ce qu'il y a eu des hauts, des bas? Et comment tu as géré aussi le fait d'être H24 avec un groupe, 0 moment de solitude? Comment ça s'est passé? Je trouve que ça s'est globalement très bien passé entre nous. Il n'y a pas eu de grosses disputes. On faisait aussi des réunions, on essayait de mettre en place des réunions à la fin de semaine, la pépite, le caillou, ce qui n'allait pas, qui permettait ensuite de débloquer aussi certaines choses. Mais c'était surtout en fait dans la vie en communauté, le fait de laisser traîner les affaires, des petites choses du quotidien qui prenaient des ampleurs énormes. Par exemple, le fait de laisser un grain de riz dans l'assiette. Après, ça va bloquer la pompe. Du coup, c'est toujours les mêmes ensuite qui vont aller nettoyer la pompe. Et ça, 3 fois par jour. En fait, t'en peux plus. Et c'est vrai qu'au bout de 3 mois de voyage, je crois qu'on commençait à sentir qu'on prenait beaucoup sur soi. Et c'est à partir de ce moment-là où on essayait parfois les week-ends, de partir un peu chacun de son côté, de trouver des moments pour soi. Et il y a des personnalités qui sont un peu plus fortes que d'autres. Et je sais que moi, j'ai beaucoup pris sur moi. Mais tellement qu'ensuite, une fois quand tu rentres, c'est comme si... Enfin, quand je suis rentrée en France, où tu as besoin de souffler. Et je trouve le plus dur, c'est ça, c'est d'arriver à trouver des moments pour soi, alors que tu es tout le temps à 10 sur un bateau. Et tu crées les projets, tu crées les ateliers ensemble, tu animes les ateliers ensemble, tu vis ensemble. Quand tu te déplaces
un peu une petite meute de loups où tu te déplaces tout le temps ensemble, tu es toujours avec les mêmes personnes. Et c'est comme si on s'aimait vraiment comme une famille. Et comme si parfois, la famille, tu la vois trop souvent. Et du coup, t'en as un peu marre quand même. Overdose. Vas-y, l'envie de rentrer, de voir aussi tes proches qui te manquent. Et en même temps, quand tu rentres, cette famille, elle te manque. Et t'as vécu ensemble pendant des mois. Et donc, c'est un peu hors du commun d'être sur l'eau pendant 10 mois. Et même peut-être aussi la gestion de la fatigue. Parce que l'écart... en gros, c'est pour vérifier que le radar ne repère rien autour de soi et pas se faire percuter. Enfin, est-ce que tu peux expliquer plus que ça. C'est vraiment nous, on est à la barre, il y en a un qui est à la barre, l'autre qui gère les voiles. Et en fait, l'écart, c'est par deux. C'est les responsables de navigation pour un temps donné. Et donc, tu es par deux et pendant par exemple 2 heures, tu vas gérer vraiment la navigation complète. Tu es à la barre, tu hisses les voiles, tu gères en fait la navigation, tu vas à l'intérieur regarder le radar si tout va bien, tu regardes s'il n'y a pas de bateau alentour. Si vraiment il y a quelque chose à faire à plusieurs, tu vas réveiller l'équipage si c'est la nuit. Et en fait, pendant toutes les 2 heures, tu tournes. Tu as les 2 responsables de navigation qui tournent chaque 2 heures. Et donc c'est vrai que si tu fais une longue navigation de plusieurs jours, au début, tu es hyper investi, c'est cool. Et au bout de 4 jours, tu es hyper fatigué en fait. Mais moi j'adorais ces moments-là parce qu'en fait à ce moment-là, quand tu as la navigation, le bateau, tu as l'impression qu'il est beaucoup plus grand. Parce que tu n'es pas tout le temps à 10 avec le même rythme de vie. Ça veut dire que toi tu navigues, il y a d'autres personnes à l'intérieur qui vont faire la cuisine, d'autres personnes qui sont en train de créer les ateliers, d'autres personnes qui dorment. Et il y a un roulement comme ça. Et si tu veux voir les personnes à un moment donné, tu sors du bateau, tu vas avec ceux qui naviguent vraiment et tu choisis le moment où tu veux être avec eux. Tandis que quand on était au port, on était vraiment tout le temps ensemble au même moment. Et là, le bateau, il paraît tout petit. Alors que c'était un grand bateau, c'était un 22 mètres, c'était un beau bateau, c'était hyper agréable. Mais quand tu navigues, là, il a beaucoup plus d'espace. Parce que tu choisis, tu as un autre rythme. Tu es sur ta vibe et tout, tu déconnectes toi, et tu es focus sur ta mission. Ouais. Et être à la barre, je trouve que c'est un moment aussi un peu mystique. Ça m'est arrivé une fois, j'ai fait un petit périple. Bon, par contre, la nuit, je m'endormais. Voilà, je le confesse, on était à 2, heureusement, à surveiller. Je tenais la barre, j'étais là, hop là, oh là là, il faut pas s'endormir. Sinon, tu peux changer de direction, c'est bye bye, c'est avec le moteur en tout cas. Et je trouvais que la particularité de ce moment quand t'es à la barre, c'est que t'es un peu en hypnose ou. Enfin, je sais pas, toi, c'était quoi tes moments préférés par exemple sur le bateau? Si t'as des moments qui t'ont particulièrement marqué. Ouais, en navigation de nuit, je trouvais que c'était quelque chose de particulier, surtout quand t'es à la barre justement, où tu te focuses sur un point et là, de nuit, tu peux te focaliser sur une étoile. Après, il faut faire gaffe parce que ça bouge, mais tu es un peu hypnotisé, oui. Je trouve que c'est totalement différent. De naviguer de nuit, t'as toutes les étoiles, c'est fascinant. T'as aussi le plancton, en fait, bioluminescent dans la mer que tu vois briller en fait dans l'eau. Et je trouve que c'est un autre monde. Et d'ailleurs, ça nous avait tellement marqué dès le départ, dès le début des traversées, qu'on avait fait un atelier scolaire où justement c'était un jeu de plateau avec version de jour, parce qu'en journée c'est totalement différent, et version de nuit, parce qu'il y a tout un côté un peu mystique, où tu vois les étoiles, où tu t'intéresses du coup même aux histoires, aux légendes qu'il y a en Méditerranée, parce qu'il y a tout un côté un peu irréel dans la navigation de nuit. Et ça c'était très chouette. Et des moments aussi où tu prends le temps. En fait, tous les problèmes à terre, les problèmes quotidiens, là justement le fait de créer des ateliers, de s'adapter aussi au nouveau pays avec une nouvelle langue, de s'adapter au pays, les tâches d'aller faire des lessives, d'aller faire des courses, le projet aussi qui peut être parfois compliqué à gérer parce que c'est pas la même gestion. On était en mer, il y avait d'autres personnes qui géraient aussi à terre le projet. Et tout ça, en fait, quand tu es sur l'eau, tu déconnectes et tu es vraiment qu'entre personnes sur le bateau, qu'entre personnes de l'équipage. Et tu prends le temps de faire des choses. Je me souviens à un moment donné, Marin qui nous raconte ses histoires, ensuite des moments où on chantait, on crée des musiques, on devient assez créatif aussi. Ouais, ça développe ta fibre artistique ouais. Parce que tu te connectes juste à la nature, à l'essentiel et ouais. t'as pas tous les à côté, ouais. C'est particulier. Et à l'inverse, est-ce que tu as eu un moment, parce que c'est quand même le monde marin, c'est quand même un voilier, un moment où il y a eu un petit couac, où tu as eu peur, où il y a eu une mésaventure, est-ce qu'il y a eu... Le moment où on est parti de Tanger pour aller à Barcelone, parce qu'on avait justement des dates précises où les ateliers avec les scolaires commençaient, on a eu un petit souci, il y a eu du mauvais temps, du coup on a dû s'arrêter à Melilla.
C'est une enclave espagnole au Maroc. Et sauf que déjà au tout début, on était arrivés et nous, les Européens, les passeports rouges, en gros, on se rend pas compte, mais on est vraiment libre de faire ce qu'on veut, de bouger un peu où on veut. Tandis que ceux qui n'étaient pas européens, qui avaient le passeport vert, ben, de suite, on leur a dit non, vous restez dans le bateau, vous n'allez pas au port. Donc là, ta famille qui est hyper soudée, comment tu gères le... ben là, il y a un qui se met à chercher des textes de loi pour montrer que, ben oui, eux, on est dans l'espace où ils peuvent sortir. Donc là, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est interdit, on a le droit de bouger. Donc voilà, il y a un esprit de cohésion aussi qui se met en place et de se dire, ben ça, c'est pas juste, c'est pas normal. Et d'essayer de prouver que lui ou moi, passeport vert ou rouge, on a autant notre place. Et là, en plus, on avait fait les démarches, c'est un projet, on a le droit d'être ici. Ouais, ça devait être un peu dur, quoi, de voir à quel point... Les injustices qu'il peut y avoir, on s'en rend pas compte. Et en fait, tu réalises à quel point c'est différent. Juste un endroit où tu es né, à quel point ça a des conséquences sur ta vie entière. Et que même si tu as fait toutes les démarches, à partir du moment où tu as par exemple un passeport vert, rien que juste un bout de papier fait que tu vas avoir des droits ou pas. Et c'était hyper dur à réaliser, de voir que c'est une famille, mais par contre dans ta famille que tu t'es créée là sur le bateau, il y a des inégalités énormes. Et donc Amélia, il y a eu ça, le fait de cette différence à cause des passeports. Ensuite on a eu un souci avec le moteur, panne de moteur, ça fait qu'on est resté 10 jours à Amélia parce qu'on ne pouvait plus partir. Ensuite, à partir du moment où on a réparé le moteur, génial, on peut repartir. Sauf que là, on a eu deux tempêtes en fait à mer. Et sauf qu'on était attendu lundi pour faire les ateliers scolaires. Du coup, on n'avait pas le temps, on a tracé. Et je sais que sur ces 2 tempêtes, moi la première, je suis restée apeurée en fait dans le bateau. Ça se passe quoi dans la tempête En gros, d'un coup, paf, le bateau il gicle, t'as toutes les voiles qui claquent. On n'avait pas anticipé du tout. Et de la pluie, du vent, le bateau qui tape vraiment. Et en fait, tu te rends compte que tu es tout petit et que tu sais pas trop quoi faire. Et à ce moment-là, j'étais à l'intérieur, du coup, je me sentais hyper inutile. Où je passais juste les vestes de car, où je disais, bon, là sur le radar, il y a un bateau, là aussi, faites attention. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Et tu vois que c'est la panique à bord. Et c'était un peu flippant. Et donc, première fois, je me sens hyper inutile. Deuxième fois, c'était moi qui étais en quart. Et du coup, en fait, ça m'est tombé dessus. Pareil, on n'a pas appris de nos erreurs parce qu'on n'a pas du tout anticipé. Ça a l'air pas bon, là, ce qui T'as vu, le ciel est vachement gris, Camille. Ah ouais, c'est ouf. Ah ouais, bon, continuons. Et là, tu veux ton pote tranquille. Et sauf que là, tu te fais réavoir. Et je pense que le fait d'être sur place, moi j'étais à la barre à ce moment-là, d'être obligée d'être un peu prise au dépourvu, t'as l'adrénaline qui vient. Et en fait, tu arrives à gérer et tu vois que tout le monde en fait arrive à gérer parce que c'est ensemble qu'on y arrive. Et du coup, il n'y a plus cette peur parce que tu es dans l'action à ce moment-là. Et c'est encore plus chouette de voir que il y a eu des moments difficiles et quand tu arrives, c'est tous ensemble qu'on a réussi à avancer dans ces moments-là. Et je trouve que ça soude encore plus en fait le groupe. C'est magnifique. Donc une aventure humaine incroyable. Je pense même toi, oui. personnellement, tu as évolué sur plein de sujets. Ouais. Et donc quand tu reviens sur Terre, déjà là tu as le choc, tu as le mal de terre et tout, ok. Mais même je pense qu'il y a plein de choses qui ont évolué dans ton état d'esprit. Oui. Comment est-ce que tu rebondis aussi de cette expérience folle? Comment ça se passe l'arrivée? C'est particulier l'arrivée. Parce que tu arrives, tu as en même temps envie de retrouver tes proches. Et en même temps, tu as l'impression d'être totalement en décalage. Tu as vécu un peu plusieurs mois coupé un peu de la société. Et là, je me souviens le retour à Marseille, avec tous les bouchons, avec toutes les publicités, avec tout qui va vite. Et d'un peu d'être coupé de ça et te dire, c'est ça, ne pas avoir les mêmes priorités, pas avoir les mêmes centres d'intérêt des personnes. Un peu dur de se remettre vraiment dans la vie normale et de ne pas être prête en fait, d'avoir tous ces proches qui t'ont manqué, mais l'impression de ne pas être à la hauteur en fait, parce que aussi, toi aussi tu les as manqués, de ne pas sentir de suite à ta place. Il faut un temps en fait pour réaliser que le projet est fini et maintenant c'est autre chose. Camille vous a manqué, mais Camille n'est plus la même personne, donc il va falloir apprendre à l'aimer. Ouais, même moi en fait, de me dire là c'est fini le projet et de ratterrir un peu, d'avoir d'autres priorités, d'arriver à faire la part des choses. Pas simple. Et même d'arriver ici, les réalités qui te sautent à la figure. Tu dois trouver un taf, tu dois trouver un appartement. Sauf que
quand tu dis aux personnes pour trouver un logement, ils te demandent généralement qu'est-ce que tu fais comme travail, les revenus que tu as eu l'année. Là, tu as dit, je fais un bénévolat, je vais sur un bateau, mais il n'y a personne qui veut te prendre. C'est quoi cette babosse? Ça ne fait pas du tout, madame. Ouais. Je faisais pas. Pas sérieux. Études, moi, c'est pas sérieux du tout. Donc, j'étais embauchée ensuite là où j'avais bossé en fait à la Maison de la Mer ici à Lorient. Ah, donc t'es revenue à Lorient. Je suis revenue à Bretagne. L'appel de la Bretagne, encore une fois. En fait, besoin de couper, je crois. De revenir, je suis rentrée du bateau, je reviens chez mes parents. Du coup, tu redeviens la petite fille, en fait. Très compliqué Ah ouais. à réaliser. Tu redeviens l'enfant, et alors que tu as été hyper indépendante pendant des mois. Et donc là, j'avais besoin, je crois, de couper un peu, de retourner dans un endroit où moi, je m'étais bien sentie, où j'avais choisi les personnes qui m'entouraient, les sujets qui me plaisaient. Et donc, je suis revenue à Lorient pour travailler. Et c'est vrai que c'est drôle, juste pour parler des parents, quand tu reviens chez eux, alors que tu as fini ta vie étudiante ou que tu as déjà vécu solo, puis ils se rendent pas compte que tu as évolué, que tu es devenue une adulte. Pour eux, tu as toujours 10 ans, toujours petite, il y a des règles à respecter. Et tu dis, mais non, du coup, il y a un truc qui fonctionne plus. Donc, c'est bien de revenir chez les parents, tu passes des bons moments, etc. Mais parfois, la communication peut être compliquée pour eux comme pour nous, quoi. Bah, oui, c'est ça. J'avais l'impression d'être directement en conflit. Ouais. Alors que c'est normal, je suis chez mes parents, j'ai des règles à respecter. Bien sûr. Voilà. Tu savais quand même, c'est chez moi. Mais pourquoi vous faites ça? C'est complètement nul. Donc du coup, tu repars après en Bretagne. Je repars en Bretagne. Parce que c'est ton environnement qui te plaît à toi, pour tes loisirs, pour ta passion de la voile, pour les gens. Ouais, l'environnement fait que je me sens bien en Bretagne. Et en même temps, même si j'ai mes meilleurs potes dans le sud, on a un peu tous bougé. Du coup, je sais que même si je reste dans le sud, je vais pas forcément les voir tout le temps. Mais en même temps, je suis quand même plus proche. Mais en même temps, la Bretagne, c'est l'endroit où je me sens bien ou que j'ai choisi. Donc hop, je repars en Bretagne. Et là, je travaille, et c'est vrai que de repartir dans un travail où tu as des horaires de bureau, où tu as des contraintes, en fait, c'est tout à fait normal. C'est pareil, tu as été des mois sur un bateau, c'est un peu dur de se remettre dans le mood de il faut travailler avec des règles à respecter, aussi encore ces règles. Non. Et de là vient petit à petit, en fait, je me dis, mais pourquoi pas en fait, monter mon propre projet. Lier la voile, cet endroit, en fait, un voilier, tu as vraiment la sensation, tu comprends que tu fais partie d'un tout et tu dois tout le temps t'adapter en fait à ce qui t'entoure, que ce soit à la météo, à la vie à bord, enfin, tu t'adaptes. Et en plus, c'est un endroit où la sobriété en fait elle est imposée parce que tu dois faire attention à tes ressources, à la gestion de l'eau, à l'électricité. Et puis c'est un endroit où tu prends le temps de faire les choses, tu prends le temps de comprendre aussi ce qui t'entoure. C'est vraiment, je trouve que c'est un environnement particulier. C'est une petite cabane aussi sur l'océan. Cuisiner sur un voilier, moi je trouve ça c'est génial. Faut qu'il y ait un four dans un voilier. Des tartes aux chèvres et c'est tout. Voilà, c'est tout. Et donc de lier un peu cet habitat, ce moyen de déplacement, le voilier, avec des convictions plus en lien avec le changement climatique, avec les sciences et en même temps avec toute la gastronomie. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que pendant le voyage en bateau, donc en Méditerranée, ce qui nous liait à tous, c'était vraiment les repas. Ces moments de partage où tu n'avais pas forcément la même langue, mais on avait tous envie en fait, de se faire découvrir notre culture, de se faire découvrir ce qu'on mange chez nous et même de l'adapter pour que ça plaise au plus grand nombre. Donc l'importance des repas, je trouvais que c'était primordial et que ça rassemblait, c'était vraiment des moments qui rassemblaient les personnes. Et donc petit à petit, je me disais pourquoi pas faire un projet en voilier qui permet justement de découvrir les cultures culinaires, mais de voir est-ce qu'avec le changement climatique de cette région ou de ce pays donné, est-ce qu'elles vont être viables dans le temps. Et dans ce cas, comment tu peux les adapter. Donc vraiment faire un travail de recherche sur les recettes et en même temps mettre en valeur d'autres personnes qui permettent de voir des initiatives positives pour une alimentation durable, désirable, et d'essayer de mettre en valeur ces personnes-là et de créer aussi des moments conviviaux autour des repas avec des recettes adaptées au changement climatique de la région. Donc petit à petit, je fais ce cheminement, je demande aussi, je candidate à l'Institut d'engagement, je suis prise, on se rencontre. Voilà, et là tu dis ce projet doit voir le jour. Allez hop, je fonce. On se fonce. Et donc en fait, toi, ce que tu veux faire par exemple, c'est essayer d'adapter le pâté basque et de le transformer pour qu'il soit viable. Pareil pour les moules frites, j'en sais rien avec un breton, les crêpes bretonnes, et en gros essayer de transformer ces recettes traditionnelles pour les adapter aux conséquences du dérèglement climatique. Voilà. Par exemple, il n'y a plus de moules, il faut trouver autre chose, ou
il n'y a plus de patates blanches, il faut des patates rouges, enfin j'en sais rien, mais c'est un peu ça l'idée quoi. Voir en fait les conditions de culture en fait, de certains ingrédients, ou alors justement remplacer peut-être des ingrédients par d'autres. En Méditerranée maintenant, il y a beaucoup de sécheresse. Il y aura des pistachiers maintenant. Ici, on voit en Bretagne qu'il commence à y avoir des vignes. En fait, le climat change et fait que la culture change aussi. La culture du coup, de ce qu'on mange change. De voir comment on peut remplacer des ingrédients des recettes, garder nos recettes traditionnelles et en même temps voir comment on peut l'adapter face aux impacts climatiques de la région. Et valoriser aussi certaines formes d'autres cultures. Par exemple, ici, il y a beaucoup de cultures d'algues, beaucoup de cultures de spiruline. Je fais partie d'une association, l'Observatoire du plancton, en fait, qui étudie le plancton et de voir à quel point le plancton est important parce que ça permet de voir la qualité des eaux. Et le plancton, c'est aussi la nourriture des moules, des huîtres. Donc, en fait, d'aller interviewer des ostréiculteurs pour nous parler de l'importance en fait, de la qualité des eaux, l'impact que ça a sur leur exploitation. Essayer de voir un peu, de voir comment toute cette... en fait, de lier l'interconnexion de tous ces acteurs. Voilà, tous ces acteurs locaux et de voir comment on peut repenser ensemble une alimentation plus durable dans la région concernée face au changement climatique. Hyper stylé. Donc, madame la prof d'SVT qui finalement était médiatrice scientifique part sur un projet de dingue. Donc ça c'est ouf, là c'est de l'engagement, tu soutiens à fond, enfin ils ont dit ok fonce, viens avec nous, on peut t'épauler. Donc là tu poursuis ce projet. Oui. Comment ça se passe les premiers moments? Donc là je continue à être professeur d'SVT donc depuis janvier dernier et en parallèle je monte ce projet. Et ça se fait petit à petit, le fait déjà de prendre confiance en ce projet, ok c'est possible, de contacter des personnes qui peuvent être ressources, d'essayer aussi de faire des groupes de travail avec d'autres personnes, de commencer à en parler, de voir que d'autres personnes aussi peuvent travailler avec toi sur ce projet-là. Et de lancer aussi la communication. Sur Instagram, il faut faire des trinquettes. On mettra tous les liens en vidéo, alors on compte sur vous pour donner un max de soutien. Voilà. Et donc voilà, d'essayer de continuer à être professeur d'SVT tout en mettant en place ce projet-là pour qu'ensuite, dans 2 ans, je puisse vraiment partir sur le bateau en lançant ce projet. Pour le moment, rester focus sur la Bretagne parce que là, je suis professeure d'SVT en Bretagne et la Bretagne, il y a tellement de choses aussi à découvrir, que ce soit au niveau climat, mais aussi culinaire. Et puis, il y a aussi toute une vision de la mer qui est assez présente. Il y a beaucoup de projets à la voile. Donc, c'est hyper intéressant de lancer ce projet ici. Donc, commencer ici ce projet, de voir les initiatives positives qu'il y a en Bretagne, de mettre en place, de publier aussi des recettes traditionnelles et adaptées en faisant des points focus, des reportages sur des personnes, sur des acteurs locaux. Et ensuite de s'agrandir, voir vers quelle région on peut aller, quelle région on peut se tourner et de commencer le voyage en voilier à partir du moment où j'aurai le bateau. Et donc ça, j'espère, dans 2 ans. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Et c'est ouf de voir ce cheminement, qu'en fait, cette expérience de service civique sur le voilier, où tu as pu rencontrer des internationaux, rencontrer différentes cultures, que le lien, c'était la nourriture. Pas après ça de nourrir. Tu dis, mais en fait, il faut que je fasse un projet pour que ça devienne un peu ma vie, ou que j'adapte toute cette richesse humaine à la Bretagne. Ça permet d'avoir un nouveau récit, d'explorer de nouveaux horizons. Et de partir de zéro, de dire ok maintenant j'ai une idée, elle est claire, comment je m'organise, quelles sont les étapes, et d'apprendre en faisant. De toute façon c'est un peu ce que tu es en train d'expérimenter là, c'est que tout n'est pas tracé, que tu as des moments de doute, des moments de certitude, mais en tout cas tu as cette flamme qui t'anime et c'est hyper courageux de l'écouter, donc franchement un jour bravo ma petite Fergie, j'adore. Et donc on parlait de ce méga projet, toi tu es prof d'SVT et c'est quoi ton quotidien? Alors l'an dernier quand j'ai commencé j'étais prof d'SVT dans un lycée. Et maintenant, cette année, je suis dans un collège et les deux n'ont rien à voir parce que c'est pas du tout le même type de public. Donc, l'an dernier, je trouvais que c'était vraiment on parle des SVT et il y a déjà des bases en fait en SVT. Ils sont grands, il n'y a pas de gestion de classe vraiment à faire. Et moi, j'avais adoré justement créer ces cours, les concevoir, bien te mettre toi-même dans les cours pour bien connaître, pour ensuite pouvoir partager autour de ce sujet-là. Et de voir en fait ce qui marche pas, d'avoir des idées, de tester avec une classe, de l'améliorer au fil de la semaine aussi pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour que ça marche au plus grand nombre, enfin avec le plus grand nombre. Et ça, j'avais adoré cette partie de concevoir et ensuite de tester en classe ce qui peut marcher ou pas. Et cette année, c'est hyper intéressant aussi avec des collégiens, mais c'est tout à fait autre chose. En fait, je découvre aussi
qui est un collégien. Et ça, c'est pas évident, les collégiens hein, qui nous écoutent. Il y a tout un aspect social en fait que j'avais pas mesuré l'ampleur. Où bah, il y a vraiment des bases à poser, tu peux pas laisser passer certaines choses. C'est vraiment une mini-société, une classe. Et il y a plein de soucis que toi en tant que prof tu dois gérer et en fait j'étais pas forcément préparée à ça. Déjà j'apprenais à comment gérer, comment concevoir des cours et là c'est vraiment gérer une classe et tous les petits soucis qu'il peut y avoir, des problèmes de harcèlement, des problèmes des montages de dossiers à mettre en place pour qu'ils puissent y avoir des aides pour certains élèves. Là, je suis professeure principale, du coup. En plus. Ouais, voilà, je me retrouve professeure principale à apprendre ce que c'est. J'avais dit oui, ok, ça va être une super expérience, mais en fait, la réalité de la chose, c'est que bah oui, tu as vraiment le lien avec les élèves. C'est pas que de l'administratif, c'est vraiment le lien, voir ce qui se passe aussi dans leur quotidien à la maison, pourquoi ça impacte les cours, ce que tu dois mettre en place pour les aider au maximum. Le fait aussi, là par exemple, cette semaine, c'est les élections des délégués. De voir que un élève a dit aux autres qu'il va leur donner de l'argent s'ils votent pour eux. Voilà, tout ça, tu te dis, bon, mais c'est les soucis de société, ça c'est de la corruption. Dans la vraie vie, il y a une amende, il y a une peine de prison. D'expliquer en fait plein de choses que tu n'as pas forcément conscience que tu vas devoir parler en fait quand tu arrives en tant que prof d'SVT. En fait, c'est hyper drôle parce que toi, tu es là pour être professeur d'SVT. Déjà, c'est très dur de concevoir tes cours. C'est de la médiation scientifique aussi, puisque toi, tu as toute une base. Tu dois la traduire, vulgariser pour l'adapter à leur entendement, enfin à leur tranche d'âge, quoi. Ouais. Et une fois que tu conçois ces cours, parfois il y a des choses qui marchent ou qui ne marchent pas. Ça, c'est toujours en fonction du public, si ça se commande pas. Donc, tu fais ton test, tu t'améliores. Déjà, méga prise de temps. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est peut-être pas forcément la priorité des cours d'SVT pour des enfants de collège. Exactement. Parce qu'eux, ils découvrent la vie. Donc déjà, ils apprennent à interagir avec leurs camarades. Ils commencent à capter que dans leur famille, c'est peut-être pas comme dans la famille de leurs potes. Eux, ils commencent à aussi changer au niveau du corps. Donc peut-être découvrir la sexualité ou en tout cas l'intimité. Et ils ont plein de sujets. Les amours, les amitiés, comment ça fonctionne, les déceptions, les trucs. Oui. Enfin, eux, c'est ça en fait le truc prioritaire. C'est pas la SVT. Ils ne se rendent pas forcément compte, tu vois, de tout ce que ça leur apprend. Ouais. Mais justement, là, en début d'année, je trouvais que je passais beaucoup trop de temps à concevoir un cours, à me dire, ok, il faut que je sois absolument hyper calée sur le sujet pour pouvoir en parler. Et en fait, tu passes des heures à préparer un cours et tu fais vraiment une toute petite partie et tu te rends compte que les SVT, c'est vraiment un support d'échange, mais l'essentiel, en fait, là, dans la classe, c'est la bonne entente de la classe, le fait d'arriver à mettre un cadre, le fait qu'ils prennent conscience qu'il y a des choses qui se font pas, de montrer ce que c'est la tolérance, d'être bienveillant, respectueux l'un et l'autre. En fait, c'est tout ça qui se met en place dans la classe, que les SVT permettent en fait d'aborder, mais parce qu'il y a un cours, mais sinon c'est tout autre chose. Une ambiance de classe, c'est comme tu dis, c'est d'autres sujets en fait, qui sont primordiaux à ce moment-là. Et des choses où moi j'aurais eu... des fois, je suis pas hyper carrée de base. Et en fait, où là, je me retrouve à avoir une posture où je suis obligée d'être carrée. Il y a des choses que je peux pas laisser passer parce que là, ils sont à un âge où tu peux pas laisser passer certaines choses et que c'est en pleine construction. Et tu dis, si tu laisses passer, c'est pas normal. En fait, pour l'autre personne, c'est pas acceptable. Du coup, tu prends un rôle que des fois, tu te sens pas forcément légitime d'avoir, mais il faut le prendre. Ouais, être strict et poser un cadre parce que les enfants, et c'est naturel, ils vont toujours essayer de voir, tester tes limites, aller plus loin, parce que ça les amuse en fait. Ouais. Et quand tu poses un cadre, ok, ils vont peut-être être tristes à un certain moment, mais en fait, ça va leur faire du bien. Tu vois, j'avais fait un bénévolat dans un orphelinat au Pérou, et pareil, au début, on pose le cadre, je dis non, les filles, vous faites pas ça, elles partent en pleurant, je me sens trop triste, trop machin, et le lendemain, elles reviennent, elles me font un câlin. En gros, tout ça pour dire que elles me remercient finalement de donner un cadre. Parce que tu as besoin de limites quand t'es enfant et t'es malheureux si t'en as pas. Oui. Ça, je pense que c'est un truc auquel tu t'attendais peut-être pas forcément avant d'être. Pas autant. Mais ce que je dis, c'est exactement ça. Il faut un cadre et à eux, ils en ont besoin. C'est essentiel. Pour eux et en fait aussi pour le groupe. Parce que là, tu t'adresses pas qu'à une personne. Tu essaies d'être au maximum, d'individualiser en fait tes propos, ton cours, de vraiment d'être plus précise avec telle personne et, qui a tel besoin. Mais pour le cadre, en fait, c'est essentiel pour la gestion du groupe. Il n'y a pas qu'une personne ici. Si là, tu te comportes mal,
il n'y a pas que toi dans la classe, il y a 30 autres élèves en fait à côté. Et donc pour pas les oublier aussi, tu es obligé d'imposer un cadre à cette personne, même si sur le moment ça lui paraît hyper injuste, ben en fait si je le fais pas pour toi, ben, ça va être hyper injuste pour les autres. Et du coup des fois tu te retrouves dans une position où des fois je me parle à la tête, allez Camilla t'es obligée, là il faut punir. Il faut sanctionner, c'est obligé. Tu veux pas laisser passer ça, alors vas-y tu punis. Ou des fois tu te sens un peu démunie. Et moi, il y a des jours où j'ai trouvé le cours trop cool. Et par exemple, lundi, j'ai fini la journée en pleurs parce que j'ai trouvé que j'avais pas du tout géré. Ce que j'ai fait, c'était. J'ai pas aimé la manière dont j'ai géré en fait. J'ai trouvé que j'étais hyper injuste avec les élèves, mais en même temps, je savais plus comment gérer. Du coup, j'ai mis en place une punition qui me ressemblait pas, mais en même temps, sur le moment, c'était ma solution. J'en ai pas eu d'autre. En fait, ce qui est dur aussi, c'est que tu peux être désemparé parce que, comme tu dis, c'est 30 personnes, 30 individus que tu dois gérer, coordonner. Tu as des profils qui peuvent être un peu perturbateurs, mais c'est injuste pour ceux qui sont très bons élèves et qui ont envie de creuser ton sujet. Et toi, tu dois faire un peu le pont, tu dois faire le flic. Et parfois aussi, un comportement irrespectueux, toi, ça peut te réveiller une colère, ça peut te toucher personnellement parce que tes profs, mais t'es avant tout une humaine. Et des fois, c'est difficile d'avoir, j'imagine, ce recul, tu vois, nécessaire pour pas rentrer dans l'art en fait, de l'élève parce que c'est un enfant. Mais toi, ça te fait mal. Et garder en tête que c'est un enfant justement et de pas s'emporter. Et c'est vrai que des fois il y en a un qui est dans la provoque, parce qu'il peut y avoir des bavardages, ok, mais quand quelqu'un est dans la provocation, c'est pas pareil. Tu prends un peu perso et d'arriver à garder le sang-froid et d'être vraiment clair avec ce que tu vas lui dire et que lui comprenne que là ce qu'il est en train de faire, non, c'est pas possible. Et des fois tu sais pas gérer, et du coup tu dis tu prends tes affaires et hop tu vas dans la vie scolaire. Et mince, je suis désolée, c'est pas des solutions. Et là le pire c'est que tu dois rester tout le cours en te disant punaise, ce que j'ai bien fait, pas bien fait. Et c'est ça, et aussi des fois je me rends compte que du coup des fois ça te touche personnellement et du coup tu t'énerves. Et après pendant tout le cours t'es un peu de la mère un peu comme ça là, un peu énervé, mais il faut pas non plus que tu sois tout le temps énervé contre tout le monde, enfin c'est pas le but. Et donc d'arriver à gérer ses émotions c'est primordial. Et ça on l'apprend pas en fait, on l'apprend sur le tas. Et ouais, c'est hyper dur parce que tu t'as pas le temps et t'es toujours un peu dans l'urgence, ça doit être hyper dur. Donc les professeurs ont du mérite, hein, donc s'il vous plaît, ceux qui sont là, écoutez vos profs, vous faites au moins semblant, mais voilà, essayez d'être respectueux, de participer, de tout ça quoi. Mais après il y a des élèves justement où tu te dis ils sont géniaux, tous les élèves sont très bien, mais c'est vrai qu'il y a certains élèves plus compliqués que d'autres, et souvent on a tendance à oublier les élèves qui font pas de bruit, qui écoutent, qui sont là parce qu'ils ont envie d'être là. Et comme on reste focalisé sur certains élèves qui sont beaucoup plus turbulents, on a tendance à oublier qu'il y a d'autres élèves et que chacun a sa place, chacun a besoin d'être écouté, chacun a besoin d'attention, et d'arriver en fait à trouver un équilibre entre toutes ces personnes de la classe et de les voir en fait individuellement et pas juste rester bloqué sur une situation qui nous a perturbés, où on s'est mal senti, où on s'est remis totalement en question. Maintenant il y a énormément de points positifs. Et c'est ça qui est chouette dans le travail de professeur, je trouve, c'est que il y a le sujet sur lequel tu as envie de partager, parce que c'est un sujet que, par la SVT, moi j'adore ça, et j'ai envie d'éveiller la curiosité sur ce sujet-là et de voir qu'en fait on peut parler de plein de choses, plein de sujets d'actualité, et de rendre ça intéressant. Et en même temps, en fait, tout le côté social qui est hyper chouette, parce que c'est un échange, j'apprends aux élèves, mais ils m'apprennent aussi beaucoup. C'est vraiment un échange, c'est une équipe en fait, d'apprendre ensemble. Et c'est faire des liens, c'est un lien que tu crées avec les élèves, qui créent entre eux, que tu crées avec eux. Ça, c'est très chouette. Et à la fin de l'année, la petite larme, je vous ai détesté parfois, mais je vous aime. Des fois, vous êtes insupportable. Mais elle fait craquer. Mais j'espère que j'aurai ça et que ça sera pas juste allez, ouf. Ah, moi, d'accord. Et t'es prof d'SVT, mais en plus de ça, tu es prof principal. Ouais. Et ça, qu'est-ce que c'est tes missions? Qu'est-ce que ça change? Quel est ton emploi du temps? Professeur principal, c'est gérer un peu le lien entre les élèves, mais aussi avec leur famille, et gérer le lien avec les autres matières, pas que le SVT. Donc là, dans le début d'année, il y a beaucoup un travail administratif avec tous les papiers, les assurances scolaires, ce genre de choses. Du coup, toujours courir après les élèves pour qu'ils te donnent des papiers, leur faire passer des papiers aussi. Mais en fait, voir que comment ça se passe en fait, eux, dans leur scolarité en général. Pas que en matière d'SVT, mais voir comment ils se comportent dans les autres matières, là où ils ont des difficultés, comment mettre en place en fait
des outils pour que ça se passe le mieux possible. Est-ce qu'en fait le souci c'est pas que juste il ne comprend pas, mais qu'en fait il a du mal à écrire ou à lire, en fait repérer d'autres problèmes qui peuvent engendrer des problèmes plus grands, et de voir avec l'élève comment on peut ensemble améliorer sa scolarité, et de gérer aussi certains soucis de comportement dans d'autres classes que toi t'as pas forcément vu dans ta classe. Ça ouvre en fait Notre dimension, dimension au métier de prof. Je trouve ça très chouette parce que y a cette dimension sociale que je voulais voir ce que c'était, et là je suis en plein dedans, mais en même temps de pas être préparée à ça, des soucis de comportement, du coup de monter des dossiers pour qu'un des élèves aille un dispositif relais. Ça veut dire c'est une classe où il sera avec beaucoup moins d'élèves pour apprendre avoir un cours un peu plus individualisé. D'autres personnes pour demander une aide, une AESH, donc c'est une personne qui va t'aider dans ta scolarité, qui va rester avec toi. Monter des projets ensemble avec eux, préparer les conseils de classe, préparer les heures de vie de classe aussi. Il y a les heures de vie de classe en plus, où justement c'est pour parler pas que des soucis en classe, mais qu'est-ce que vous voulez aborder comme sujet. On peut parler des métiers, de l'orientation, d'essayer de faire le lien plus grand avec, plus grand que les SVT, mais le lien plutôt pour eux sur leur vie, sur leur vie, ouais, pour que leur scolarité se passe le mieux possible, et qu'ils comprennent aussi pourquoi ils sont là, et qu'ils aient envie d'être ici, et pour cela, que ça se passe bien, quoi. Et est-ce que tu arrives à couper une fois que tu rentres chez toi, que tu fermes la porte de la salle de classe ou de l'établissement Non. Comment ça se passe l'après-cours? Je pense que c'est un truc qui doit s'apprendre petit à petit. Et là, j'arrive pas à couper. Si une journée, ça s'est super bien passé, être trop contente et hyper motivée en rentrant, j'ai envie encore de préparer mes cours, de continuer à fond pour que le prochain cours, ça aille encore mieux, que ça soit génial, qu'on se régale en fait tous ensemble. Si une journée, ça a été compliqué, le soir, je suis effondrée, je me remets en question, je me dis, ok, qu'est-ce qui n'a pas été. Non, pour l'instant, j'arrive pas à couper. Mais je pense que ça viendra avec le temps, oui. De pas tout prendre aussi personnellement. Des fois ça se passe mal, mais c'est pas que ta faute, c'est une heure de classe un peu plus compliquée, les fins de journée toujours un peu plus compliquées que les débuts, que la matinée. Certaines classes ça va pas marcher, on reste sur des personnes humaines. Donc des choses que tu pensais que ça allait marcher avec tout le monde, non, ça marche pas. Et en plus parfois tu dois avoir des astuces au fur et à mesure. Pareil, quand t'es prof expérimenté, tu vas choisir les cours de 9h à 10h, tu sais que là ils vont être performants, ça tu le dis pas aux jeunes. Ouais. Ensuite, des petites astuces pour regarder le silence, ou pour je sais pas, optimiser un petit peu le fonctionnement de la classe. Ouais. C'est comme tu vois quand t'as le BAFA et que t'es animateur, tes premiers moments, en centrale, c'est une catastrophe, tu gères pas les gosses. Moi ça m'est arrivé, ils partent en courant, ils pleurent, ils tombent, machin. Et en fait, tu apprends au fur et à mesure par le PAIR, quoi, tu vois, le partage d'expérience. Ok, moi pour garder le silence, je fais eh oh, tu vois, des petites astuces comme ça. Et ça, tu l'apprends en faisant. Donc c'est normal, mais au début, t'es désemparé. Tu te retrouves nez à nez avec quelque chose que tu savais pas comment gérer. Au truc, au machin. C'est ça. Et peut-être aussi l'aspect de. Je sais pas ce que t'en penses de ça, mais de voir à quel point la vie perso peut impacter le comportement de l'élève. Ouais. Et de prendre conscience de ça aussi. Mais en même temps, tout le monde a les mêmes règles aussi en classe. Donc tu peux pas avantager un élève parce que tu sais que ça a été compliqué à ce moment-là dans sa famille. Non, il faut justement être juste pour tout le monde. Ça aussi, c'est compliqué. Mais savoir gérer une classe, tu l'apprends sur le tas. Je sais que quand ça se passe mal, des fois c'est vraiment le bordel. Je me dis, mais comment c'est possible? À quel moment, là, dans le cours, je me suis laissée submerger? Comment c'est possible que ce soit dans cet état-là? Et du coup, je vais voir d'autres personnes. Des fois, ils me voient au bout du rouleau. Et je dis, bon, Camille, qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Et du coup, ils te conseillent. Donc, tu essaies de mettre en place leurs conseils. Tu testes, en fait. Tu expérimentes. C'est ça aussi qui est chouette. Mais c'est pas toujours facile. Ouais. Et tu as un soutien avec les autres professeurs, quand même, qui t'aident. Donc Ouais, et ça, je trouve ça agréable, là, cette année, d'avoir des classes où je sais que je les ai à l'année. Et donc, d'avoir vraiment le sentiment de faire partie d'une équipe pédagogique. Et si un souci, d'aller en parler à d'autres professeurs. Là, je sais que la semaine prochaine, j'ai demandé à suivre 2 professeurs dans leurs cours pour voir comment ça se passe eux dans leurs cours. Qu'est-ce qu'ils mettent en place, en fait, pour moi, apprendre et essayer des choses ensuite dans ma classe
de tester des techniques qu'eux ils ont et que moi je teste des trucs, mais selon moi, j'ai pas vu d'autres professeurs en action en fait. Donc d'oser en fait dire aussi que là ça se passe mal, avec cette classe ça se passe super bien, avec cette classe vraiment pas terrible, c'est la cata. Et donc d'oser le dire que là ça va pas, et du coup comment on fait pour que ça aille mieux la prochaine fois. On va pas hésiter à crier à l'aide et à Ouais. demander du partage. C'est ça, il y a des professeurs où tu as l'impression que tout est parfait. Et je me dis, mais c'est pas possible que tout soit parfait. C'est dégueulasse, c'est injuste. Ouais, ou alors ils disent pas qu'il y a un truc qui s'est mal passé, ou alors ils ont énormément d'expérience et maintenant ça se passe bien. Mais ça serait ouf que tout se passe hyper bien tout le temps. Je pense que c'est pas possible. En face de toi, tu as des humains, donc forcément il y a des couacs. Mais le but, c'est d'arriver à ce qu'il y ait le moins de couacs possible, ou d'arriver à gérer ces couacs-là. Et pour toi, c'est quoi un très bon prof? Quel prof t'aimerais devenir? Une prof qui... D'accord, il y a un cadre dans la classe, mais que les élèves puissent se rendre compte qu'il n'est pas là pour leur imposer des choses. Toi, ton but, c'est un peu de kiffer avec eux, enfin de s'amuser avec eux en parlant des SVT. Et de voir qu'ils peuvent être en confiance, de sentir en confiance dans le cours, et pas de voir l'adulte que comme quelqu'un qui va leur imposer des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, des devoirs, de travailler sur un sujet qu'ils n'ont pas envie. De voir qu'ils peuvent avoir confiance et que d'instaurer des projets avec eux, de voir que la SVT c'est hyper chouette. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tes élèves, mais que tu n'as pas le droit de leur dire parce que du coup tu es leur prof toute l'année, tu les connais, tu dois pas, etc. Mais qu'est-ce que tu aimerais dire à tes élèves? Alors déjà, comme je commence à être professeur, je me sens pas encore hyper légitime à me dire, là je suis professeur et je vais donner des conseils qui vont être vrais. Mais ce que je pourrais leur dire, mais surtout ce que j'avais dit aux lycéens l'année dernière, c'était en fait c'était surprenant et triste de voir qu'ils avaient postulé par exemple dans des filières après le bac où certains n'avaient pas été pris. Et j'avais envie de leur dire, mais en fait il y aura toujours des passerelles. Et de pas se dire que parce qu'on a des mauvaises notes, parce qu'on n'aime pas l'école, ça y est, ça va être foutu. Il y a d'autres passerelles. À partir du moment où tu vois que tu aimes bien quelque chose, on peut rentrer par la petite porte. On peut être bénévole dans une asso et faire totalement autre chose à côté en cours, ou même aller dans un métier où on se dit ok, on va aller dans ça et ça me plaît. En fait, ça me plaît pas vraiment, mais il y a toujours des petites voies. Et donc de pas forcément, être bon en cours, ça veut tout et rien dire en fait. Tu peux être hyper curieux et au final paniquer en contrôle, avoir des notes catastrophiques, ou juste pas aimer la matière, et c'est ok aussi. Mais que chacun a ses points forts, ses faiblesses, et de surtout en fait faire ce que tu aimes aussi en dehors de l'école. Je trouve que c'est hyper enrichissant. Les personnes qui vont faire des sports, qui vont dans des assos, qui vont faire des choses qu'ils aiment, mais pas tout miser aussi sur la scolarité. Peut-être aussi c'est parce que j'étais une bonne élève et du coup j'avais des bonnes notes, du coup j'avais l'impression qu'il fallait avoir des bonnes notes. Mais dire aussi aux bons élèves, c'est pas grave aussi de ne pas avoir tout le temps des bonnes notes. Fais des choses qui te plaisent, découvre autre chose que les matières scolaires. Enrichis-toi, va plus loin, explore c'est ça. Qui te fait vraiment vibrer. En vrai, toi, c'est ça que tu aimerais leur faire passer. Du coup, c'est écoutez-vous, connaissez-vous, explorez-vous. Ouais, voilà, testez différentes choses qui peuvent vous plaire, et s'il y a des choses qui vous plaisent, allez dedans, mais toujours s'ouvrir en fait. Et ça m'intéresserait bien d'avoir aussi un peu ton regard, parce que toi, tu sais que tu as 30 regards braqués sur toi, et tu as peut-être parfois des élèves à qui tu aimerais passer des messages, leur dire je te comprends, ou en fait tu comprends un peu son univers, mais tu n'as peut-être pas l'occasion de lui dire, ou c'est pas ta posture, parce que là tu es en direct et tu es avec lui toute l'année. Et donc, je sais pas si tu en as un en tête, et peut-être décrire son comportement, ou pourquoi il te touche, et qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Il y a un élève qui me vient en tête où justement c'est compliqué avec lui parce que directement il entre dans le conflit. Et moi, en arrivant en tant que prof, je ne sais pas trop comment gérer ça, mais je vois que c'est parce que je suis la prof qu'il me rentre dedans en fait tout le temps. Et c'est la posture d'autorité qui fait que ça ne marche pas. Mais d'arriver à faire comprendre aussi parfois aux élèves que c'est pas parce que tu es la prof que tu... que t'es forcément... Ouais, que t'es l'ennemi, voilà.
de voir qu'avant tout, c'est une personne en face de toi, qu'on est humain, on peut se comprendre, on peut comprendre aussi qu'il y a des choses dans la maison qui se passent mal et qu'à ce moment-là, ben, toi aussi, ça aille mal. Et que parfois, de rentrer dans le conflit, c'est une solution aussi, peut-être c'est sa solution aussi pour se faire entendre, mais qu'il y a d'autres manières aussi de se faire comprendre, de se faire entendre par d'autres personnes. Et d'essayer de voir les côtés humains de chaque personne en face de nous. Pas directement la catégoriser, la mettre dans une case. Et du coup, parce que ça marche, là je parle en tant que professeur, mais ça marche pour tout. C'est de ne pas juger trop vite et de voir en fait qui est la personne, essayer de se mettre à la place de l'autre personne pour mieux le comprendre. Et du coup, pour interagir avec lui, pour essayer que ça se passe bien et de mieux se comprendre. Ouais, parce que ce genre de profil, tu vois, qui peut rentrer dans l'arbre, peut-être que lui, sa représentation, c'est que des ennemis autour de lui, personne ne veut du bien, il n'est pas habitué à ça, il est en colère, il a la haine. Et en fait, essayer de changer, de se dire, bah, à tout moment, la personne est gentille ou méchante, on ne sait pas, mais elle peut m'apporter quelque chose. Ouais. Et toi, oui, t'es prof, tu lui transmets un savoir, tu es censé l'aider à passer des étapes, mais tu peux aussi le comprendre, et tu es humaine. Et tu es là pour l'aider aussi, c'est ton rôle en tant que prof, donc peut-être qu'il se brade pas autant, quoi. Ou parfois, la sensation que l'élève recherche l'attention, et que parfois sa manière de recevoir de l'attention, ben, c'est en allant dans le conflit. Tu reçois de l'attention, mais en étant puni, en étant toujours en ayant une remarque du professeur, mais négative. Et qu'il y a aussi, ça peut être, on peut rechercher l'attention de manière positive. Qu'on n'est pas forcément obligé d'entrer dans l'art, mais d'arriver à être compris. Je sais pas trop comment l'exprimer. Non, mais en vrai, c'est vrai que c'est compliqué. Toi, il te provoque, donc ça amène de la colère, ou en tout cas, ça amène des sanctions. Lui, même si c'est négatif, mais ça reste de l'attention. Voilà. Et ça lui fait du bien parce qu'il a besoin de ça. Ouais. Mais c'est pas le fonctionnement, l'unique fonctionnement. Tu peux aussi rechercher l'attention en participant, en étant dans une démarche plus positive. Et souvent, c'est en comprenant la vie privée en fait, des personnes, là, des élèves, que tu comprends aussi peut-être certaines manières de faire, d'aller directement dans le conflit, parce que peut-être que dans son entourage, c'est un peu comme ça, ou qu'il ne se sent pas en sécurité aussi dans l'entourage, et que bah, forcément, de suite, l'adulte, c'est quelque chose de menaçant. Donc, il va te rentrer dedans parce que tu es adulte. Ouais, il y a cette dimension, quoi. Ouais, et ça, bah, moi je découvre aussi. Tu rentres dans un métier, et en fait, c'est ce côté-là, social, qui est hyper intéressant, hyper chouette aussi, parce que tu peux créer du lien vraiment avec les humains, oui, avec les élèves. Mais ça s'apprend aussi. Il y a des choses que tu peux dire, que tu ne peux pas dire, de voir aussi l'impact de tes mots sur la personne. Il faut se rendre compte du poids des mots aussi, de ne pas dire ce qui te sort, enfin ce qui te viendrait de suite en tête. D'arriver à prendre du recul. Une petite question que j'ai bien posée aussi, c'est qu'est-ce que tu dirais à la Camille qui avait 10 ans? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Ben, un peu ce conseil-là des élèves. Ouais. Ne te mets pas autant de pression pour avoir de bonnes notes. Si tu as envie de faire autre chose en rentrant de l'école, ben, ne mets pas autant de pression pour avoir de super notes et va explorer d'autres univers en fait. Où on t'a dit que c'était pas forcément fait pour toi, où tu penses que c'est pas possible, c'est que dans les films, ben non, tout est possible, vas-y, essaye, ose. Voilà. Fonce. Et le dernier, c'est quel conseil tu donnerais à un lycéen, à un collégien, à un étudiant pour trouver sa voie? Comment est-ce qu'il peut faire? Ne pas hésiter à essayer différents métiers, différents parcours, à regarder des briefs aussi pour voir ce qu'il existe. En fait, de se dire aussi qu'il y a toujours des passerelles, qu'on n'a pas un avenir tout tracé. Et ça serait... Enfin, moi, je pense que ça serait hyper pénible, ennuyant de se dire ok, ben là j'ai mon avenir tout tracé, je vais faire ça, je le ferai toute ma vie. Ben non, il y a plein de choses à découvrir et on peut toujours revenir sur quelque chose qu'on a aimé et au final on est parti pour revenir dessus, tester de nouvelles choses. Ok, trop bien. Eh bien, écoute, ma chère Camille, nous arrivons à la fin de cette interview. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi. Je trouve que c'est aussi hyper riche pour vous d'avoir déjà le témoignage d'une professeure dynamique, jeune, qui en plus d'être professeure, elle est prof principale. Et en plus de ça, tu as un projet entrepreneurial à impact engagé avec le voilier. Donc, on voit que la figure de la prof classique, en fait, elle est pas comme ça. Enfin, en fait, tu es prof, mais c'est pas que ça.
et tu te bouges quoi. Donc je trouve ça génial, ça donne envie d'être prof d'SVT, même pour tout ce que tu as dit, d'explorer, de tester les sujets avec les élèves. Enfin je trouve ça très chouette. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions à les poser en commentaire, ben, on va mettre oui, le lien de Fourchette et Trinquette. Voilà, sur mon futur projet, vous pouvez la joindre d'ores et déjà sur ce compte. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez apprécié ces moments avec nous. On était trop contente de vous partager tout ça. Merci beaucoup. Merci. Et nous on vous dit à bientôt. Ciao.